Merci et merci pour cette invitation et merci à tous d'être présents. Merci également à Patrice et Xavier, respectivement chef de projet Linky et directeur territorial, qui m'accompagnent ce soir pour pouvoir vous apporter les réponses les plus riches possibles. Euh, Quand j'entends ton introduction, j'ai tout de suite envie de démarrer en disant oui, on a tous compris qu'aujourd'hui, à échéance 2030-2050, on est en train de construire un monde nouveau avec des ambitions nouvelles dont les ambitions se résument dans le cadre de la loi sur la transition énergétique. On est clairement en train de changer de paradigme. Plus d'énergie renouvelable, moins de consommation, une meilleure maîtrise de la demande d'énergie, de nouveaux usages liés à un nouveau mix énergétique. C'est des mutations technologiques, les smart grids, les Linky. C'est aussi des mutations citoyennes très fortes. Et effectivement, la technologie est nécessaire, le travail sur les infrastructures est nécessaire, mais tout ceci au service des citoyens et au service des enjeux de la transition énergétique. Donc oui, l'électricité est une énergie de la transition énergétique. Quand on parle d'énergie photovoltaïque, quand on parle d'énergie hydraulique, quand on parle d'énergie éolienne, on parle d'électrons. Et aujourd'hui, tout l'enjeu qu'on a, ça va être de moderniser nos réseaux de distribution d'électricité, de les rendre communicants, de les rendre smart, de quitter un monde unidirectionnel pour aller vers un monde bidirectionnel, puisqu'aujourd'hui, le secteur de l'énergie, c'était principalement des centrales nucléaires qui produisaient l'électricité, et on adaptait la production d'électricité aux consommations. La loi de transition énergétique inverse tous ces enjeux-là, puisqu'en ayant l'ambition d'augmenter à échéance 2030-2050 le développement des énergies renouvelables, on est face à une énergie qui n'est pas stockable, l'électricité, et on est face à des modes de production qui, contrairement au nucléaire ou au thermique, sont des modes de production intermittents. Hein, l'électricité éolienne produit 23% du temps. Une éolienne, ça produit l'électricité que 23% du temps. Un panneau photovoltaïque produit l'électricité que 14% du temps. Donc demain, ce n'est plus adapter la production à la consommation, c'est adapter la consommation à la production. Et pour ça, il y a un vecteur physique qui va permettre cette mutation-là, c'est les réseaux, d'où le chantier Smart Grid. Et donc, il y a 3 étages à la fusée. Il y a les réseaux, les infrastructures qui doivent changer. Il y a l'interface entre les réseaux et le client qui s'appelle le terminal comptage, Linky, le sujet qui nous occupe ce soir. Et puis, il y a les comportements. Et les infrastructures, les réseaux, les compteurs Linky vont pouvoir permettre non seulement d'encaisser ces nouveaux équilibres sur les réseaux, mais de travailler sur la transition citoyenne. Donc j'ai pas trop axé sur Smart Grid, mais j'ai davantage axé sur le compteur Linky. C'est quoi le compteur Linky? Les grands chiffres du programme, où on en est du déploiement. Et puis moi j'avais plus pris l'intervention sous le scope que le compteur communicant fait un petit peu peur. On entend beaucoup de choses. C'est nocif pour la santé. C'est du hacking de votre vie privée. Ça fait des incendies. C'est payant. Euh, donc autant d'arguments, d'objections, autant d'inquiétudes qui nécessitent d'être traitées et qui nécessitent d'être traitées mais avec sérieux et de vous apporter des éléments très factuels. Donc voilà, 3 interventions. Linky, où on en est du déploiement, et ensuite vraiment question-réponse sur c'est quoi les questions autour de Linky, pourquoi ce compteur suscite parfois autant de craintes et d'inquiétudes. Ça vous convient? Allez, Linky en quelques mots. D'abord, est-ce qu'Enedis, vous situez tous ce qu'est Enedis et qui on est, à qui appartiennent les réseaux d'électricité? Je sais que conseil de développement, vous êtes des sachants, mais est-ce que ça mérite peut-être d'abord de repartir d'une base? Quelle est notre entreprise? Enedis, effectivement, s'appelait ERDF. Vous nous avez peut-être connus sous le nom d'EDF GDF Service. Vous nous avez peut-être connus sous le nom d'EDF GDF Distribution. Mais ERDF Enedis, c'est une entreprise qui est jeune, qui a été créée qu'en 2008 dans le cadre du mouvement d'ouverture du marché à la concurrence. Le milieu de l'énergie s'est constitué en 1946 avec la nationalisation de tous les producteurs d'électricité et EDF à qui on avait confié toute la réélectrification de la France en 1946 après la Seconde Guerre mondiale. EDF a été en monopole pendant très longtemps et à un moment donné, en application de directives européennes, EDF a quitté le monde du monopole pour s'ouvrir à la concurrence. Et dans le cadre de ce mouvement d'ouverture à la concurrence, EDF a dû faire un choix de quitter une stratégie intégrée où je produisais de l'électricité,
Je transportais de l'électricité, je distribuais de l'électricité, je la commercialisais. Pour dire aujourd'hui, il faut que je m'adapte, puisque la production et la commercialisation, dans le cadre des directives européennes, s'ouvrent à la concurrence. Donc aujourd'hui, dans le secteur de l'énergie, vous avez la production, EDF, Engie, PowerCop, différents opérateurs, qui produisent ou achètent de l'électricité et la commercialisent. Mais au milieu, vous avez dans ce qu'on appelle le secteur régulé, dans un secteur qui n'est pas ouvert à la concurrence, le transport de la distribution d'électricité, RTE, et le distributeur qui s'appelait jusqu'à il y a peu de temps RDF et donc Enedis. Donc Enedis, on est une filiale du groupe EDF, créé en 2008, issu de l'ouverture à la concurrence, mais on est complètement neutre et indépendant de notre maison mère qui s'appelle EDF. En tant qu'Enedis, on se doit d'avoir la même qualité de service pour les clients du portefeuille EDF, Engie, Énergie. Donc il y a un grand gendarme qui s'appelle la Commission de régulation de l'énergie qui s'assure que ce secteur-là fonctionne bien. Et c'est parce que justement il s'agissait d'être encore plus clair que la Commission de régulation de l'énergie a dit ça serait quand même bien que le distributeur change de nom parce que RDF c'est un petit peu proche d'EDF. Donc on avait changé de logo, mais pour donner encore plus de clarté sur le fonctionnement du marché de l'énergie, on a changé de nom au mois de mai dernier pour s'appeler Enedis. Donc on est une filiale et notre métier c'est de distribuer l'électricité. Mais notre métier, c'est d'exploiter un patrimoine industriel et de le moderniser. Et un dernier mot sur notre patrimoine industriel, on n'est pas propriétaire, on est pris par des contrats de concession. En France, en Europe, il n'y a pas deux modèles pareils sur la distribution d'électricité, mais retenez qu'en France, à 95%, l'exploitation des réseaux de distribution d'électricité sont confiés à Enedis par les communes, le reste c'est des régies. Les communes sont propriétaires des réseaux et nous confient l'exploitation à travers des contrats de concession de 20, 25, 30 ans, dont la plupart vont arriver d'ailleurs à échéance et on va renouveler les prochains contrats de concession. Par exemple, Mayenne en 2017, Nantes Métropole c'est du 2023. Mais donc voilà notre modèle. Donc notre modèle, on est une filiale, on est pris par des contrats de concession. Donc on a un donneur d'ordre qui est propriétaire du réseau et avec qui on a des relations contractuelles qui s'appellent les communes et qui souvent sont réunies au travers d'un syndicat à qui ils ont transféré ce pouvoir d'autorité compétente. Donc sur la Loire-Atlantique, nos autorités, on en a deux principalement, que sont le CIDELA, et qui gère à peu près toute la Loire-Atlantique, sauf les communes de Nantes Métropole, et sauf la Baule, Rezé et Indre, que je ne dise pas de bêtises, qui sont, j'en oublie un, et Saint-Nazaire, pardon, qui ont leur propre contrat de concession. Voilà sur le business model. Comment se rémunère un tiers de votre facture? Votre facture d'électricité, aujourd'hui, un tiers va rémunérer votre commercialisateur, un tiers c'est des taxes, et un tiers c'est ce qu'on appelle le TURP, le tarif d'utilisation de réseau public d'électricité. On entend un petit peu parler parce qu'aujourd'hui il fait l'objet de négociations. Mais un tiers de la facture va venir rémunérer le transporteur et le distributeur sur des modèles tarifaires calculés sur des périodes de 4-5 ans. Voilà en quelques mots. Donc Enedis, on exploite les réseaux de distribution d'électricité et quand vous entendez le vent qui souffle comme ça, on est parfaitement en première ligne parce que notre premier indicateur de performance, c'est la durée moyenne de coupure. On est un bon distributeur d'électricité si en temps et en heure, vous avez une qualité de fourniture, un niveau de tension nominal malgré les coups de vent, qui vous permet de répondre à l'ensemble de vos besoins, que vous soyez particulier, professionnel, entreprise. C'est notre principal indicateur. Dans ce contexte-là, la loi de transition énergétique, elle a décliné une directive européenne qui a dit pour l'ensemble des pays qu'il fallait changer les compteurs, qu'il fallait aller vers des compteurs communicants. Ce n'est pas tout de dire qu'on va développer les énergies renouvelables, qu'on va améliorer notre qualité de service, mais pour accueillir les énergies renouvelables, il faut qu'on modernise nos infrastructures. Et donc c'est une directive européenne qui a été transposée dans le droit français en 2005, je crois, qui a demandé à l'ensemble, qui a fixé le déploiement des compteurs, qui a donné les consignes pour changer les compteurs. Donc c'est pas nous qui décidons de changer les compteurs, c'est une directive européenne déclinée en droit français et deux personnes qu'on connaît bien, le premier Jean-Marc Ayrault, puis quand il a été remplacé, Ségolène Royal, ont pris les décisions de lancer le déploiement du compteur Linky après 2 phases d'expérimentation. Voilà pourquoi on change le compteur Linky. Et on verra pourquoi on change un compteur qui fonctionne bien. Donc ce programme, les chiffres clés, vous les avez devant vous. C'est 6 ans de déploiement, entre 2015 et 2021. On a démarré. C'est 35 millions de compteurs à changer au niveau national. C'est 2 millions sur la région Pays de la Loire. On verra ce que sont les concentrateurs.
c'est un business plan de 5 milliards d'euros sur lequel il va falloir, c'est 5 milliards d'euros, 0,00. Hein, on n'a pas le droit de dépasser, donc il va falloir qu'on tienne ce programme économique. Bon, en termes d'emploi, c'est 10 000 emplois industriels. Les compteurs Linky sont tous fabriqués en France, certes par des groupes qui peuvent être étrangers, mais les pouvoirs publics avaient donné cette consigne-là et le choix d'Enedis a été de créer de l'emploi en France, de l'emploi industriel. Donc il n'y a pas de constructeurs sur la région. Le plus proche, ça doit être Itron en région Poitou-Charentes, mais les principaux constructeurs sont Sagemcom, Itron, Landis+Gyr. Voilà sur les grands chiffres du programme. Linky, c'est pas qu'un compteur. Linky, c'est pour qu'on puisse communiquer avec lui, pour qu'il puisse effectivement être communicant. C'est tout un système qui part du compteur chez le client, qui est relié par une technologie courant porteur en ligne, on y reviendra, jusqu'à nos concentrateurs, hein, qui sont situés dans les postes de distribution, et qui ensuite, par une autre technologie, la technologie GPRS, hein, que vous connaissez à travers les téléphones portables, de notre poste de distribution à notre système central, vont permettre de communiquer. Donc c'est toute cette chaîne-là qui vont permettre à tout moment de mieux connaître la consommation. Une présentation plus visuelle de la façon dont ça marche. Donc vous voyez le compteur Linky, les concentrateurs situés dans les postes de distribution. Hein, donc ça communique par le réseau BT. Donc ça communique comme on communique actuellement avec compteur bleu électronique, où vous avez des ballons d'eau chaude qui sont assermentés avec des systèmes d'heure pleine, heure creuse. C'est les mêmes technologies, c'est la même technologie. Quand vos ballons d'eau chaude électrique peuvent basculer en heure pleine et heure creuse, et ben on communique de la même façon. Mais là, le compteur Linky, s'il utilise la même technologie, va avoir des fonctionnalités bien plus importantes. Et puis en aval du poste de distribution, un système de supervision. Donc ce système, il est quoi? Il est bidirectionnel, c'est toute la modernité du système. C'est-à-dire qu'on va pouvoir communiquer avec le terminal comptage du client, qu'aujourd'hui on ne pouvait pas communiquer avec votre terminal comptage. Pour accéder, pour faire des mises en service, pour faire la relève de vos compteurs, il fallait qu'on se déplace. Demain, on va le voir, on n'aura plus besoin de se déplacer. Enfin, maintenant, demain, c'est aujourd'hui. Parce que ce réseau-là est bidirectionnel. Bien évidemment, il est interopérable. Alors, ça veut dire quoi interopérable? Ce sont des processus de communication standards qui peuvent être dupliqués, bien évidemment, au niveau national, mais qui utilisent des technologies et des modes de communication agréés à des mailles européennes. Et puis, ce vœu évolutif, puisqu'on sait que tout objet connecté, toute technologie, par nature, elle est assez vite caduque. Hein. On ne lutte pas contre le progrès, bien au contraire, on l'accompagne. Mais le compteur Linky pourra s'adapter et encaisser de nouvelles technologies, mais on y reviendra. Bon, Linky, vraiment, pourquoi il y a une directive européenne qui a été posée qui demande à l'ensemble des pays de changer les compteurs? Parce qu'on l'a dit en introduction, c'est tout le chantier des smart grids qui sont en amont. Si on ne fait rien sur nos compteurs, si on ne fait rien sur nos compteurs, si on ne fait rien sur nos réseaux, on ne pourra pas accueillir davantage d'énergie renouvelable. On ne pourra pas accompagner les collectivités dans leurs projets de développement énergétique. On ne pourra pas accompagner les clients dans une transition citoyenne. Comment aider un client à consommer moins s'il n'est pas intéressé par un compteur qui lui prémâche, qui lui facilite l'accès aux données de consommation? Aujourd'hui, vous êtes dans une voiture, si vous voulez piloter votre consommation, votre vitesse, vous allez regarder votre compteur. Vous avez un compteur en temps réel qui vous dit à peu près où vous en êtes et qui vous dit si vous limitez effectivement les 90, 110, 120, 130 km/h réglementaires. Aujourd'hui, il faut reconnaître que la consommation d'électricité, si on n'est pas face à un client qui fait ses petits bidouillages sous le compteur avec un tableur Linky, un tableur Excel, pardon, on a du mal à l'intéresser. Alors on a les militants hein, qui sont déjà sensibilisés, qui n'ont pas besoin de compteurs communicants pour être sensibilisés, mais malheureusement ces gens-là, c'est 5% de la population. 95% de la population se foutent un petit peu de ces consommations, et donc à un moment donné, il va falloir mieux les intéresser. Parce que tout le monde est d'accord pour dire que la transition énergétique c'est génial, mais dès qu'il s'agit d'accueillir des parcs, des centrales éoliennes à proximité des habitations, c'est mieux pour les autres. Dès qu'il s'agit de modifier ses comportements, c'est mieux pour les autres. Donc à un moment donné, il y a un vrai travail de pédagogie à faire. Donc c'est pour ça que le compteur va être changé. Donc c'est prendre en compte les nouveaux usages, les nouveaux moyens de production, accompagner l'essor des énergies renouvelables. Donc hier, on avait un réseau qui était unidirectionnel. Demain, je ne sais pas si c'est très visible, mais demain, n'importe quel client peut se retrouver producteur d'électricité.
Donc hier c'était facile, hein, on gérait cet équilibre offre-demande sur les réseaux avec une offre de production d'électricité qui était très centralisée. Demain c'est complètement atomisé, c'est complètement éclaté, avec un client individuel qui veut produire son électricité, avec des centrales éoliennes qui vont se développer un petit peu partout, des panneaux photovoltaïques qui peuvent poindre un petit peu partout, que ce soit dans le cadre des villes, les projets Smart City, mais à la maille de territoire énergie positive, à la maille de zones d'aménagement, c'est tous les projets Smart City, Smart Building, tout est smart aujourd'hui pour arriver au smart citizen. Mais ce que ça veut dire derrière, c'est qu'on va être de plus en plus acteur de la production d'électricité pour aller vers un mix plus propre. Bah, pour équilibrer ce mix-là, il faut que nos réseaux y suivent. Sinon, c'est des réseaux qui ne suivent pas, c'est une consommation d'électricité qui sera supérieure à la production, et là c'est le blackout, et personne ne comprendrait qu'on se retrouve sans électricité, ou au contraire c'est trop de production d'électricité et pas assez de consommation, et c'est de la surtension. C'est tout l'enjeu de moderniser les infrastructures, c'est pour ça que les smart grids, c'est pour ça que les régions Bretagne et Pays de la Loire, c'est pour ça que d'abord M. Macron et M. Montebourg avaient identifié que les smart grids, c'était un chantier qui allait créer de l'emploi en France, les chantiers de Nouvelle France industrielle. À un moment donné, les pouvoirs politiques ont compris qu'il y avait matière à avoir des coups d'avance, il y avait matière à recréer de l'emploi en France sur des secteurs porteurs d'avenir. Les objets connectés, la Cité des objets connectés à Angers a été labellisée chantier de Nouvelle-France industrielle, mais les régions Bretagne et Pays de la Loire, adossées sur 4 départements, ont été labellisées chantier de Nouvelle-France industrielle autour des smart grids. Linky n'est qu'une des composantes, n'est qu'une des pièces de ce bouleversement technologique pour accompagner les enjeux de la transition énergétique. Ça va? On avait déjà des démonstrateurs Smart Grid, je passe, on pourra y revenir. Mais donc vous voyez bien que le compteur Linky, il faut d'abord le mettre dans le cadre d'un intérêt général. Après, on va venir sur l'intérêt particulier des clients. Mais il faut d'abord le mettre dans une volonté politique. Pourquoi une directive européenne sort une directive sur les compteurs communicants alors que les compteurs fonctionnent bien? C'est pour préparer ça. Et vous avez vu le plan de déploiement, changer 35 millions de compteurs, on ne le fait pas du jour au lendemain. Hein, on est sur des rythmes de pause de 7 compteurs par poseur. On est sur des rythmes journaliers aujourd'hui de 14 000 compteurs posés au niveau national. Je veux dire, il nous faudra 5-6 ans pour changer l'ensemble du parc. Bon, dans les autres éléments qui ont motivé le compteur Linky, c'est qu'au-delà des modes de consommation et des modes de production, on est face à un marché qui est de plus en plus ouvert et exigeant. C'est ce qui est présenté dans ce visuel-là, une exigence accrue des fournisseurs et des collectivités vis-à-vis des distributeurs, l'apparition de nouveaux acteurs et de nouveaux mécanismes, et puis aussi de nouvelles attentes de parties prenantes en termes de délai, de réactivité, de fiabilité, de précision et de confort de vie. Pour illustrer, aujourd'hui, il faut aussi mettre le contexte de la transition énergétique dans un contexte réglementaire de décentralisation. Hein, vous connaissez mieux que moi peut-être la loi NOTRe, hein, l'institution des 12 nouvelles régions. Alors nous, ça a été statu quo, hein, ça a été un gros sujet ici. Mais aujourd'hui, la Nouvelle-Aquitaine, les Hauts-de-France, je ne me rappelle plus du nouveau nom de la région Alsace. Mais, donc on est face, hein, c'est Grand Est. Ah bah oui, alors c'est comme chez nous, en fin de compte. Dans le cadre de la loi NOTRe, de nouveaux acteurs regroupés, mais avec plus de responsabilités, acteurs de la transition énergétique. La loi MAPTAM, qui traite de l'affirmation des métropoles. Donc 12 métropoles aussi en France, dont Nantes évidemment. Brest et Rennes si on regarde nos voisins bretons. MAPTAM et NOTRe repositionne la région, repositionne les métropoles comme acteurs de la transition énergétique. Je vous parlais d'un monde de plus en plus décentralisé d'un point de vue de production, parce que la production se décentralise, mais sous des impulsions politiques de plus en plus décentralisées, puisqu'elles ont de nouvelles responsabilités sur le sujet. Je surveille le temps. Donc, voilà, dans ce monde-là, vous comprenez bien que les compteurs électromécaniques, ils vont évoluer. C'est tout le sujet des compteurs Linky, parce que ces braves compteurs, ils fonctionnent très très bien aujourd'hui. Hein. Je peux vous dire que ces 3 compteurs-là aujourd'hui nous sont très fidèles, mais ils ne sont pas en capacité d'encaisser les mutations à venir. Au-delà de l'intérêt général, l'intérêt pour le client. Ok, mais le client, moi, là-dedans, je m'y retrouve comment? Parce que j'ai rien demandé sur la transition énergétique et on vient me changer un compteur qui fonctionne bien. Est-ce que ça va être payant? Est-ce que c'est nocif? Et est-ce que j'ai un enjeu à y retrouver?
La réponse, elle est oui à toutes les premières questions et non, elle est pas non, il n'est pas nocif. Bon, principal avantage pour le client, c'est d'abord une absence de dérangement. On va proposer des services plus rapides et moins chers. Parce que quand il s'agit d'envoyer un technicien pour relever vos compteurs, sachant que la moitié des compteurs ne sont pas accessibles, eh ben, ça veut dire contractuellement, on a obligation d'avoir accès à vos compteurs 2 fois par an. Parce que sinon, on ferait que des factures sur index estimé. Et donc, le danger, c'est que si on se trompe sur les estimations, bah, la sortie, c'est une rafale. C'est soit vous avez surpayé, soit vous avez sous-payé. C'est des redressements de factures, c'est des insatisfactions. Et je ne vous parle même pas des clients démunis, où là, ça peut être encore plus difficile pour cette catégorie de population-là. Donc là, avec le compteur Linky, on va pouvoir facturer au meilleur prix, puisque on va facturer sur des index réels. On va pouvoir accéder à vos compteurs sans dérangement. Si votre compteur n'était pas accessible, c'est pas grave. Plus d'obligation de poser un RTT en semaine, parce qu'on ne fait pas la relève des compteurs les samedis, on fait la relève des compteurs en semaine. Donc pour une certaine catégorie de population active, dans des couples où les 2 personnes travaillent, bah, se rendre disponible pour accéder à son compteur quand il n'y a pas un voisin à côté qui est sympa pour ouvrir la porte, quand on n'est pas dans une gamme technique au beau milieu d'un immeuble, c'est plus compliqué. Je ne vous parle même pas des problématiques des résidences secondaires. Donc là, on va faciliter la relève. Donc plus d'index estimé, plus de redressement de facture, des interventions rapides, en moins de 24 heures, sous un rendez-vous. Hein, le client, le locataire, l'étudiant qui rentre dans un logement et qui pensait que l'électricité était là, qui avait tout fait sur Internet, mais qui avait juste oublié qu'il avait besoin de se raccorder au réseau élec ou gaz. Et bien là, on va pouvoir redresser ces situations-là en moins de 24 heures. Modification de puissance à l'approche de l'hiver, hop, ça disjoncte, vous n'aviez pas la bonne puissance, vous aviez un bon tarif, mais pas la bonne. Enfin, vous aviez optimisé le coût de l'abonnement. Ce type d'intervention-là, on les fera sans déplacement. Meilleur diagnostic des pannes, c'est là où on voit le côté smart. C'est-à-dire qu'avec Linky, on saura avant vous que vous n'avez pas d'électricité. On saura avant vous si la panne elle ne concerne que vous ou tout le quartier. On va y revenir. Et puis aussi une meilleure protection des installations. Et puis derrière Linky, là je rejoins les détracteurs. Linky, c'est pas l'alpha et l'oméga de la transition énergétique. Linky tout seul, il ne fera rien. Linky tout seul, il ne va pas permettre aux clients de moins consommer. Par contre, Linky, avec tout le sujet des data, des données, du big data, on va pouvoir générer de nouvelles gammes tarifaires au niveau des fournisseurs, proposer des tarifs adaptés le week-end, proposer des tarifs adaptés en semaine, proposer des tarifs quand il y a des gros pics de consommation. Vous êtes prêt à vous effacer, à moins consommer en contrepartie d'un tarif plus bénéfique, puisqu'on voit que c'est plus difficile à un moment donné. Les prix de l'électricité, quand tout le monde va consommer un 24 décembre ou un 25 décembre, quand l'éolien et le photovoltaïque produisent pas de l'électricité, là, à l'instant T, le coût de l'électricité va être très cher. Donc il va falloir qu'on importe de l'électricité. Si dans ces moments-là de pic de consommation et de chute de production, on a des clients qui sont prêts, entre guillemets, à s'effacer, ils vont pouvoir bénéficier de tarifs. Et là, le compteur Linky va pouvoir permettre de mieux gérer ces différents ordres tarifaires. Puis Linky, c'est aussi croiser vos données de consommation d'électricité avec vos données gaz, avec vos données d'eau, avec les ambitions de la collectivité, avec le quartier, pour pouvoir générer de nouveaux services et mieux intéresser les clients à leur consommation. Ça, tout est à construire. On fait plein de choses très intéressantes, notamment avec tout l'écosystème French Tech et petite pensée émue pour les collègues de la cantine numérique qui se retrouvent sans logement là. Mais avec tout cet écosystème-là qui travaille sur les nouveaux comportements et les nouveaux usages, on fait des choses très intéressantes pour faire en sorte que ce compteur Linky il puisse générer de nouveaux services. Donc voilà, plus d'économie. Donc concrètement, le compteur Linky, certes, il est au fond de votre garage ou dans votre gaine technique ou dans votre entrée, mais ce qui est surtout intéressant avec le compteur Linky, c'est l'accès à vos données de consommation. Linky, c'est un système qui va vous permettre de vous connecter sur votre ordinateur à un portail qui va vous permettre de vous donner un histogramme de vos consommations par an, par mois, par jour, par heure, sur un pas de 30 minutes, pour voir, bon bah là c'est monsieur lambda, on est sur par jour, quel jour dans le mois vous avez le plus consommé. Est-ce que c'était lié à la météo? Est-ce que c'était lié à vos usages? Est-ce que c'était lié à vos amis? C'est un premier progrès. Ce n'est pas suffisant pour modifier les comportements, mais c'est déjà suffisant pour mieux connaître ses consommations. Vous me direz non, non, non après, madame, je vous vois dire non, mais on aura un temps d'échange si vous voulez. Si je ne vous ai pas entendu, mais je vous vois faire le geste. Vous avez une communication non verbale encore plus efficace.
Mais on aura le temps d'échanger. Mais en l'occurrence, je ne peux pas m'empêcher de vous dire qu'aujourd'hui, ça n'existe pas. Demain, avec le compteur Linky, ça existera. Si ce n'est pas un progrès, bon, maintenant, ça peut, vous, en tant que client, pas être intéressé. Il y a des clients qui peuvent l'être. C'est un service supplémentaire. Ça, par contre, c'est manifeste, c'est concret, c'est factuel, c'est tangible. Bon, on reviendra sur l'aspect sécurisé parce que je pense qu'il y aura des questions. Euh, et la pose du compteur Linky, oui, quand je vous ai dit 5 millions de compteurs, c'est gratuit. Donc tous les gens qui vous disent que vous allez voir 35 euros sur votre facture, tout ce qui suit, dans le business model, c'est un pic d'investissement très fort. Mais derrière, c'est un programme d'économie. Donc le distributeur doit intégralement, ça a été les pouvoirs publics qui ont mis une saine pression là-dessus. Je ne vous cache pas qu'à un moment donné, le groupe a peut-être essayé de défendre, de dire, mais attendez, il faut qu'on change 35 millions de compteurs. Mobiliser des entreprises pour la pose, pour la dépose, le recyclage, mobiliser des poseurs, changer tous nos systèmes d'information, ça va quand même générer un certain surcoût et on peut peut-être demander une contribution aux citoyens dans le cadre des enjeux de la transition énergétique. Ce n'est pas le business model qui nous a été imposé, ça a été de dire avec ce compteur, en 2021, vous aurez moins de techniciens, vous aurez moins de pertes sur vos réseaux, vous allez faire des économies, hein, ça va coûter moins cher d'interroger un compteur qui communique plutôt que d'envoyer au fin fond de la Pampa un technicien. Donc vous allez faire des économies. Il faut que vous vous rémunériez sur ces économies-là. Bon. Allez, j'accélère du coup pour aller vers les questions. Bon, alors ça doit pas être très lisible pour les gens du fond, mais euh, aujourd'hui, coût d'une mise en service, 27 euros. Coût d'une augmentation de puissance, 36 euros. Coût d'une mise en service en urgence le jour même. Mobiliser des techniciens tout de suite à l'instant T pour que le client qui a complètement oublié de faire sa mise en service, demander à son fournisseur l'intervention d'un technicien. C'est grosso modo 27 euros, 36 euros, 127 euros. Évidemment qu'en 2021, une fois qu'on aura posé l'ensemble de nos compteurs, ça coûtera moins cher ce type d'intervention. Évidemment qu'un guichetier au Crédit Agricole, malheureusement pour ceux qui défendent l'emploi, je peux le comprendre, je ne suis pas là pour faire de la politique, mais un guichetier au Crédit Agricole vous coûte plus cher à encaisser des chèques, à distribuer de la main à la main des billets qu'un compteur qui communique, qu'on va interroger en direct sans intervention humaine. Ça, c'est sûr qu'il n'y a pas de coût de structure, il n'y a pas de coût de transport, il n'y a pas de coût RH de ce point de vue-là. Il y a d'autres enjeux RH pour créer et piloter ces systèmes-là, mais nos emplois évoluent, nos emplois se modernisent. Aujourd'hui, la relève de compteurs n'était pas du tout pour nous un métier stratégique. Aujourd'hui, la relève des compteurs est déjà sous-traitée. C'était des sous-traitants. Notre cœur de métier n'était pas de relever des compteurs. Notre cœur de métier, c'était d'exploiter au mieux ces données-là et de moderniser les réseaux. Mais ce geste technique-là, malheureusement, certes, il pouvait créer de l'emploi, mais ce n'était pas un geste technique à forte valeur ajoutée. C'est un geste technique que la technologie vient absorber au même titre que quand on est passé de, de, de la machine à vapeur à la voiture thermique, ben, ça a supprimé des emplois, ça en a créé d'autres. Donc, ça sera aussi pour le client des coûts d'intervention nettement moins chers. Ça va être aussi pour le client une facilitation liée à l'autoconsommation. On a de plus en plus de clients sensibles à être autoconsommateurs. Parfois, certains pensent qu'ils peuvent même être indépendants, ce qui n'est pas le cas. Mais l'émergence de panneaux photovoltaïques, ça nécessitait de poser deux compteurs, ça nécessitait des coûts de raccordement. Et là, donc, vous voyez que grâce au compteur Linky, un seul compteur va permettre de mesurer tout à la fois l'électricité qu'on consomme, issue des modes de production dits traditionnels, et aussi de pouvoir réinjecter sur le réseau et de comptabiliser l'électricité produite avec ces panneaux photovoltaïques. Donc, plus besoin de s'équiper d'un deuxième compteur et c'est une baisse de 600 euros sur le coût d'un raccordement. Là aussi, la technologie simplifie le geste technique et donc, in fine, son coût, une fois qu'on aura réussi à déployer l'ensemble des compteurs. Les avantages aussi pour les collectivités, je vous parlais des lois NOTRe, des lois MAPTAM qui fixent les collectivités, mais aujourd'hui, à titre d'exemple, pour vous donner du très concret, on travaille avec le service énergie de Nantes Métropole qui se dit, moi, Nantes Métropole, je veux être une collectivité exemplaire en termes de consommation d'énergie. Enedis, vous allez m'aider à me donner toutes les consommations pour mes bâtiments publics. Tous les bâtiments que je gère en propre, en tant que Nantes Métropole, et il y en a beaucoup, 350 logements, 350 points de livraison sur la métropole, et ben, grâce au compteur Linky, on va pouvoir donner des bilans de consommation
agrégé, rafraîchi, retravaillé pour mieux aider la métropole en disant tel bâtiment est énergivore, tel bâtiment est énergivore à telle période, tel bâtiment est énergivore alors que sur les mêmes usages, si on croise les données, un autre bâtiment est moins énergivore. Et donc on va pouvoir vraiment travailler sur la consommation des points gérés. On va pouvoir mieux travailler sur le patrimoine aussi pour prioriser les investissements. Grâce au compteur Linky, on verra là où on a le plus de panne, on va faciliter les diagnostics. Tout l'enjeu d'un service public, c'est qu'il modernise et qu'il investisse sur les réseaux, mais au juste coût. C'est pas la gabegie. On ne doit pas investir n'importe où sur le réseau. Grâce à une meilleure connaissance du patrimoine, grâce à Linky, on pourra mieux cibler les investissements, une meilleure qualité de fourniture, un réseau modernisé, ça j'en ai beaucoup parlé, et puis des données enrichies pour accompagner les politiques territoriales. Je ne vous ai pas de Nantes Métropole, mais que ce soit à la maille d'un territoire énergie positive, on a des conseils municipaux de petites villes rurales ou semi-rurales qui sont très intéressés de pouvoir bénéficier de ces données de consommation-là pour mettre en place un écoquartier ou des quartiers éco-citoyens vis-à-vis d'enjeux d'être plus propre, de consommer l'électricité et de pouvoir travailler les enjeux de solidarité. Vous inquiétez pas, madame, je vous vois bouillir au fond, on pourra échanger derrière. Je fais vite. Ah bon, non, non, mais... Allez, alors c'est moi. Euh, allez, le point sur le déploiement. Bon, un déploiement national qui se fait par ce qu'on appelle nous en tâche de léopard. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait le choix de démarrer. On a voulu démarrer, ce qui n'était pas évident. On s'est dit, un projet comme celui-ci, il faut qu'on le déploie partout et à peu près en même temps, avec trois ambitions fortes. C'est que dans toutes les régions administratives, ce soit déployé avant fin 2016, dans toutes les capitales ou métropoles régionales avant fin 2017 et dans tous les départements avant fin 2018. En l'occurrence, sur la région Pays de la Loire, on aura déployé le compteur Linky. On a démarré par trois départements, pardon, Maine-et-Loire, Loire-Atlantique et Vendée, et on démarre le déploiement au mois de décembre, là, le mois prochain pour l'année 2017, sur la Mayenne et sur la Sarthe. Les plans de déploiement, ils sont construits comment? De façon à garantir la performance opérationnelle et économique du projet, progressif, réparti de manière équitable, et donc on le fait par zone, et on fait des zones. Et puis l'idée, c'est que au fur et à mesure, vous allez voir l'ensemble du territoire. Là où certainement on a pêché, Enedis, où on n'a pas mesuré les questions qu'allait poser le compteur Linky, c'est surtout le dispositif d'accompagnement et d'information. Ce qui est sûr et certain, c'est que dans le business, d'abord, vous avez vu le compteur Linky, il a démarré de 2015 à 2021. Quelle communication grand public sur un compteur qui, grosso modo, ne se fait pas à la demande du client, mais qui est une obligation réglementaire. En fin de compte, Linky, c'est une obligation réglementaire issue de la loi sur la transition énergétique elle-même, qui décline des directives européennes. Donc, c'était très difficile d'avoir une communication grand public pour toucher, pour donner du sens à une décision qui ne nous appartenait pas, qui était une décision issue des pouvoirs publics. À la limite, c'était à eux de dire pourquoi il fallait qu'on change le compteur, qui n'était pas financé dans notre business model, puisque dans les 5 milliards d'euros, je peux vous dire que le budget communication il est proche du néant. Hein, vous ne voyez pas de publicité Enedis à la télé. Nous, c'est très cher cette communication grand public. Puis en plus, elle aurait peut-être même pas été très efficace, puisqu'il y a des secteurs où ils entendraient parler de Linky à la télé, et alors que le compteur n'arrivera chez eux que dans 5 ans. Donc c'était un petit peu compliqué pour toutes ces raisons-là. Donc le dispositif qui avait été pensé et qu'il a fallu qu'on booste et qu'on porte bien davantage parce qu'il s'est révélé insuffisant au démarrage du phase de déploiement, c'était le suivant, c'était de dire il y a un site internet très complet avec les questions-réponses et tout ce qui suit, où on va orienter nos clients vers un site internet, on va orienter nos clients vers un numéro d'appel, et puis on va préparer le déploiement. Vu que c'est un déploiement qui se fait par tâche de léopard, zone par zone, on va s'appuyer par la mairie. On va prévenir la mairie, on va dire dites donc on est en train de changer le compteur Linky, on va présenter ça à la mairie, et puis voilà, et puis le client, grosso modo, on l'informe 30 à 45 jours avant, monsieur, en respect des directives, blablabla, on vient vous dire vous changez le compteur, ça c'est 45 jours avant. Si vous avez des questions, vous avez notre accueil distributeur, un numéro vert gratuit, vous avez un site internet, vous pouvez nous appeler, et puis à la fin du courrier, on dit 10 jours avant la pause, il y aura une entreprise de pause du Schmoll qui va vous appeler pour vous programmer la pause du compteur.
C'est ça le dispositif d'information. C'est peut-être pas suffisant. En tout cas, il a fallu qu'on le booste davantage à l'issue des premières étapes de déploiement, parce que pour différentes raisons, il y a des collectifs, des gens qui à des fins politiques ou des fins sincères, je ne sais pas, ce sera à vous de juger, on fait le choix d'attaquer frontalement ce compteur, et on va y revenir sur le pourquoi. Mais donc en tout cas, à l'instant T, c'était le plan de déploiement. Et donc nous aujourd'hui, ce qu'on fait avec toutes les équipes, Xavier sur l'Atlantique et toutes ses équipes, Patrice, chef de projet Linky, on a mobilisé nos équipes pour travailler en proximité avec les élus, d'abord les rassurer, qui sont en capacité de répondre. Et puis parfois, ça a donné lieu à l'organisation de réunions sur Nantes Métropole. Nantes Métropole nous a dit on va d'abord faire une réunion à destination des associations et des élus, savoir de quoi on parle. Hein, il faut être sérieux. Si on parle d'études, si on parle de sujets qui sont nocifs pour la santé, moi je suis désolé, on rigole pas avec ça. On ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi. Donc on va d'abord faire une réunion à destination de ces gens-là. Et puis ensuite, on va faire 3 réunions publiques. Il y a eu 3 réunions publiques qui sont passées sur Nantes Métropole. Vous avez peut-être été invités. Notamment tous les clients qui nous avaient écrit, qui nous avaient interpellés en disant moi, je ne veux pas de vos compteurs Linky. Je ne veux pas que vous veniez. Je veux pas que vous. Enfin, différents arguments. Souvent se tourner autour de la santé ou de l'observation de leur vie privée. Et puis on a fait d'autres réunions publiques dans d'autres communes. Et aujourd'hui, le plus en amont possible, on essaye de travailler avec les collectivités pour leur dire voilà le plan de déploiement, comment vous imaginez le plan de concertation auprès de vos administrés. Et on fait quelques réunions publiques. Et aujourd'hui, sur le premier semestre 2016, on a fait beaucoup de réunions publiques qui sont plus ou moins bien passées. À la sortie, quand on était de bonne foi de part et d'autre, ça s'est globalement bien passé. Mais ça donnait du sens, ça rassurait. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a un tassement, au moins sur la région Pays de la Loire, et on a moins de demandes de ce type-là. Mais je vous dis, on n'en est qu'à l'apéritif du déploiement du compteur Linky. Donc, on sait que dans la durée, jusqu'en 2021, en 2021, quand on va poser dans la dernière commune où on posera le compteur Linky, on sait qu'on aura ce type de questions-là. Donc, on ne relâchera pas la pression jusqu'en 2021 parce que c'est légitime qu'on informe les citoyens. L'état d'avancement du national, ce chiffre-là est erroné, donc je passe vite pour la simple et bonne raison que c'est pas 1 million, 2 millions. Donc la coquille est tellement grosse qu'on a envie de passer. On est à 2 millions de compteurs au niveau national. Sur la région Pays de la Loire, par rapport aux 2 millions de compteurs du niveau national sur les 35 millions, nous, on a un objectif de 2 millions. Et sur l'objectif de 2 millions, vous voyez qu'on est à 111 000 compteurs posés, principalement sur Nantes. Les 40 000 compteurs G3 sont 2 marchés qui concentrent le centre de Nantes. Et on a 3 autres marchés sur la Loire-Atlantique, qu'on appelle Nord-Loire, Sud-Loire, Vignoble. Enfin, vous avez le secteur là. Et puis, on avait déployé aussi le compteur sur Cholet, Noirmoutier, Sud-Vendée. Alors, Noirmoutier, pourquoi? Parce que là, on est un petit peu sur des péninsules électriques avec l'île-Dieu. L'idée, c'était d'intéresser au plus vite les clients un peu isolés par rapport aux enjeux de maîtrise de la demande d'énergie. On a 6 nouveaux marchés qui démarrent le mois prochain et on a de mémoire 5 nouveaux marchés qui vont démarrer courant 2017 pour qu'on puisse, comme vous le voyez, en 2017, poser des compteurs sur l'ensemble de la région Pays de la Loire. Ça va sur le timing? Les principaux sujets d'interpellation, ils sont tous très bien structurés, ce sont tous les mêmes. Puisque grosso modo, c'est très intéressant de regarder qui est à l'origine. C'est très organisé. Vous trouvez 2-3 associations, un élu, qui, à travers les réseaux sociaux, à travers la presse, ont mis une sorte de kit, c'est là où c'est très intéressant, des arguments types contre Linky. Donc ils fonctionnent tous sur le même fonctionnement. Donc c'est simple. Vous êtes face à un opposant Linky, de bonne ou de mauvaise foi, hein. Moi je comprends que ça pose des questions, mais l'opposant Linky va avoir entendu des choses autour du risque sanitaire. Donc on va traiter le risque sanitaire et puis ensuite on va nous dire bon ok mais je ne crois pas trop, mais après il y a le respect de la vie privée. Donc on va présenter les éléments sur la vie privée, mais ok mais de toute façon Linky ça fait des incendies. Et puis de toute façon moi j'ai refusé le compteur parce que qu'est-ce que vous me dites, moi je ne crois pas. Enedis, jusque-là, depuis 1946, vous nous connaissez. Depuis 1946, dès qu'il y a un coup de vent, on vient réalimenter le réseau dans des délais. On était sur le pont tout le week-end. Depuis 1946,
on gère le réseau et on sait que l'électricité est quand même un sujet grave. Mais il n'en demeure pas moins que soudainement, il n'y a plus confiance dans les grands décideurs, dans les grands groupes, alors que vous connaissez, alors que les citoyens connaissent cette entreprise de service public, que techniquement elle leur vend rien directement, qu'elle est plutôt une entreprise de service public. Mais là, crise de confiance dans les grands groupes, donc crise de confiance sur l'acceptabilité sociale. Moi, on ne m'impose pas. Souvent, là, les gens, on va y venir, mais on ne parle plus du compteur Linky. Souvent, on commence à me parler de Mediator. On commence à me parler de Notre-Dame-des-Landes. Donc, vous voyez, on n'est plus dans des arguments, on n'est plus dans des objections rationnelles, si vous voulez. On bascule dans des objections plus politiques. Crise de confiance. Mais qu'il faut entendre, hein. Et quand je dis ça, moi, ça m'interpelle très fortement parce que je me dis qu'on fait mal notre boulot, hein. Donc quand je dis ça, c'est surtout avec une ambition de convaincre et de rassurer. Et puis après, toujours dans les arguments politiques, on va dire que c'est plus des problématiques techniques sur lesquelles on s'oppose, mais c'est de l'emploi. Bon là, moi en l'occurrence, on a voté des gens qui ont voté des lois, donc à un moment donné, je suis républicain. Enfin, c'est pas que je suis républicain, c'est que je suis industriel, donc j'applique les lois. Et puis on dit souvent, mais là, de toute façon, dans le monde, on trouve toujours un pays, la Chine, le Brésil, où ils ont reculé. Ce qui n'est pas vrai. C'est pas vrai. La Chine pose 1 million de compteurs par mois quand nous, on a fait 2 millions au niveau national en un an. Donc vous voyez. Bon. Donc on va essayer de balayer, si vous le souhaitez, l'ensemble de ces objections-là. Bon. Sur les normes sanitaires, moi j'aimerais un tout petit peu qu'on soit sérieux sur le sujet et qu'à un moment donné, s'il y a des opposants qui ont des résultats sur les normes sanitaires, qui donnent les études. Parce que les normes sanitaires, moi, nous, on n'est pas des pros de ça. Par contre, ceux qui sont des pros, ceux qui sont labellisés par les pouvoirs publics, ceux qui répondent à des cahiers des charges européens, ils s'appellent l'ANFR, l'Agence nationale des fréquences, ils s'appellent le Laboratoire national de métrologie et d'essai, LNE. Ces laboratoires sont des laboratoires accrédités, ne sont pas des laboratoires diligentés par Enedis, sont des laboratoires diligentés par les pouvoirs publics qui ont fait toutes les études en amont pour savoir si effectivement le compteur Linky répondait à toutes les normes sanitaires. Intégralement, tous les laboratoires ont dit que le compteur Linky répondait aux normes sanitaires. Les opposants sortent les résultats d'une étude d'une association qui s'appelle Priartem. Priartem, c'est les mêmes associations qui étaient derrière les antennes relais, qui ont sorti des chiffres fantaisistes. Je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle, désolé. S'il y a des gens de Priartem, vous me le dites, et puis on se boxe à la sortie. Mais en l'occurrence, Priartem, désolé, ils ne sont pas labellisés et ils donnent que des résultats fantaisistes. Et d'ailleurs, Priartem sont souvent ceux qui viennent basculer derrière sur d'autres arguments. Ça a été réaffirmé par le Conseil d'État. Ségolène Royal a demandé des études complémentaires face au mouvement d'opposition Linky début 2016, qui ont fait très mal d'ailleurs. Parce que les gens ont dit, ah bah vous voyez, si Ségolène Royal demande une étude complémentaire, elle est partie je pense, d'un bon sentiment en disant, il y a des inquiétudes, on va demander des études complémentaires. Ça semait le doute. Les opposants au compteur se sont engouffrés dans cette politique, dans cette décision pour dire, ah bah s'il y a une étude complémentaire, boum, on va attendre les résultats. Donc nous, on a souffert quelque temps sur les 6 premiers mois en disant, mais vivement que les résultats de l'étude complémentaire arrivent, parce que c'est quand même difficile de traiter ce type d'objection-là. L'ANFR a donné ses résultats à l'été qui se sont révélés encore même plus positifs que les principales campagnes de mesure. Le compteur Linky n'utilise pas d'ondes radio. C'est-à-dire que le compteur Linky, vous savez, il y a les ondes radio et les ondes électromagnétiques. Comme tout appareil électrique, un compteur génère des ondes électromagnétiques, on va y venir. Mais le compteur Linky n'utilise pas cette technologie-là. Donc au passage, ça a valu d'ailleurs un dessin très drôle dans l'Ouest France, où je ne sais pas, le dessinateur Ouest France qui nous avait écouté lors d'une réunion anti-Linky, voyait quelqu'un qui était complètement opposé au compteur Linky, mais avait sa box, avait son téléphone portable dans sa poche, avait tous ses gamins. Ce dessin-là, c'est pas nous qui l'avons fait. Donc moi j'entends qu'il y ait des craintes, qu'il y ait des gens qui soient électrosensibles. Mais s'il y a des gens qui sont électrosensibles, qui s'intéressent d'abord à ceux qui émettent des ondes radio et pas au compteur Linky, et qui s'intéressent d'abord à ce qu'on a tous dans nos poches pour la plupart, qui s'appelle un téléphone portable. Donc bon. Donc, ce n'est pas cette technologie. On a vu que c'était une technologie de courant porteur en ligne. Donc, c'est un signal qui est utilisé à basse fréquence. Là, Patrice, qui sera plus technicien que moi, pourra compléter si vous avez des sujets techniques sur le sujet. Mais c'est ce qui circule dans le câble électrique. C'est ce qu'on utilise, notamment sur la sermentation de votre ballon d'eau chaude, je l'ai déjà dit. Donc, techniquement, on communique par courant porteur en ligne entre le compteur
et un autre concentrateur qui se situe dans la rue dans un poste de transformation. Et le courant porteur en ligne est une technologie employée depuis 50 ans par des millions de personnes. Alors moi, je suis un peu moins, un peu moins politiquement correct que mon groupe, parce que j'aime bien dire, mais être un peu cash. Pri-Artem, quand ils ont attaqué les antennes relais, ils ont dit à l'époque, faudrait utiliser la technologie courant porteur en ligne. C'est-à-dire que les mêmes opposants des antennes relais disaient à l'époque, et on l'a ressorti, c'est très drôle, il y a un canard qui s'appelle Canard canadien là. Ouais, voilà, Canard PC. Allez sur le site de Canard PC, je sais pas moi, allez sur le site de Canard PC, qui disent mais ils sont quand même drôles les opposants en compteur Linky, parce que ces mêmes gens-là défendaient cette technologie à l'époque des antennes relais. Donc c'est là où on voit bien, est-ce que c'est vraiment une finalité politique ou est-ce que c'est une finalité relationnelle de certaines personnes. Vous avez compris ma posture. Mais donc voilà, donc cette technologie-là, elle est connue. Après, on parle d'ondes électromagnétiques. Effectivement, il y a des compteurs il y a des ondes électromagnétiques, ça s'exprime en volts par mètre. Alors on ose à peine présenter ces résultats-là, tellement on pense que c'est manipulé de notre part. Mais non, c'est que c'est la vérité. Et le visuel d'après, il est encore pire. Quand on s'intéresse aux ondes électromagnétiques, euh, compte tenu de la très faible puissance d'un compteur, parce qu'un compteur, ça pompe que dalle, c'est là pour mesurer l'électricité. Donc ça utilise une très très faible puissance et ça génère des débits très très faibles. Et en plus, ça ne fonctionne que 99,9% du temps. Donc on va y venir. Ben, un compteur Linky, et là c'est pas nous, c'est l'ANFR, alors après les normes, c'est de 50 cm à 1 mètre. C'est-à-dire que les normes disent par rapport aux ondes électromagnétiques, il y a des normes par rapport à une distance. Donc les normes s'intéressent à une distance de 50 cm à 1 mètre. Nous, dans le principe de précaution, on est même allé regarder à 20 cm, parce qu'il y a parfois un compteur Linky dans un studio, il suffit qu'il soit dans l'entrée, tout ce qui suit, on peut dormir sans clic-clac. On a tous été étudiants, on dort à 30 cm Bon, on s'est dit, on va regarder à 20 cm. Donc on a fait les mesures à 20 cm, la NFR, et donc c'est 0,1 volts par mètre. Une ampoule à basse consommation, vous regardez, 30 cm, vous êtes en train de lire sous une ampoule à basse consommation, grosso modo, ça génère, ça déplace, ça donne quoi comme type d'onde? 15 volts par mètre. Une box Wi-Fi à 40 cm, 0,3 volts par mètre. Bon, les chiffres, vous les voyez. Donc, Linky, bien évidemment, ne dégage pas d'ondes radio et répond aux normes sanitaires sur les ondes électromagnétiques. Et alors, si on fait, mais ça, moi, il fait bondir parce que là on croit que c'est de la mauvaise foi, mais si on fait un histogramme qu'on met, vous avez le compteur, les deux anciens compteurs, qui, soit dit en passage, comme ils utilisent les mêmes technologies, de courant porteur en ligne, ils ne dégagent pas plus d'ondes. Le compteur bleu électronique ou le compteur Linky, c'est 0,1 volts par mètre. Si on s'intéresse à une machine à repasser, pardon, ça marche moins bien, ou un réfrigérateur, vous voyez qu'on n'est pas du tout sur les mêmes niveaux d'exposition au champ électronique. Ces données-là sont des données qui sont incontestées, que je vous invite à aller consulter sur le site de l'ANFR. Et d'ailleurs, c'est écrit en dessous, source ANFR et CNS, je ne sais plus ce que c'est que le CNS. OMS, pardon, Organisation mondiale de la santé. Bon, voilà sur le premier argument autour de la santé. Le deuxième argument, c'est oui, mais je vais allumer ma chaudière et dès que je vais allumer mon café, vous allez pouvoir savoir quand est-ce que j'utilise tel ou tel sujet. Donc, j'ai pas envie la crainte de Big Brother. Jusqu'où va le compteur Linky? C'est quoi ce Big Brother à la maison? Bon, là, de la même façon, les experts du domaine, c'est toujours pas Enedis, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et la CNIL pour tout ce qui est données confidentielles. Et les deux, bien évidemment, et d'ailleurs la CNIL nous accompagne souvent pour porter les messages auprès de Linky, évidemment que l'ensemble des règles de confidentialité des données sont sécurisées et qu'il n'y a pas vocation à être exploitées, utilisées. Les données de consommation n'appartiennent qu'à une seule personne, c'est le client.
C'est vous qui êtes propriétaire de vos données de consommation. Si maintenant vos données de consommation, vous voulez les confier à un tiers pour qu'il génère des services, eh ben, ça sera charge à vous de dire OK pour que vous tripatouilliez mes données de consommation et que vous me fassiez des bilans et des services associés pour m'aider à moins consommer. Mais ça partira d'une démarche individuelle. Ça partira d'une démarche initiée par vous. Vous recevrez une proposition, mais la personne qui dira oui ou non, ce sera vous. Enedis, on a déjà vos données de consommation aujourd'hui, si ce n'est qu'on les a tous les 6 mois. Mais à ma connaissance, depuis tout le temps qu'on relève les compteurs, on n'a jamais eu aucun problème de confidentialité sur un distributeur qui s'appelait Enedis, qui relevait 2 fois par an vos données de consommation et qui en utilisait vocation mercantile ou je ne sais pas quelle autre vocation qu'on a. On ne peut pas le faire, on n'a pas le droit. On s'exposerait. Donc d'abord, ce n'est pas notre modèle économique. On n'a pas les services ni les compétences pour le faire. Ce serait illégal et ce serait exposer le groupe Enedis à de bien fortes sanctions. Donc aujourd'hui, ces craintes-là, si on les a, n'ouvrez pas la porte aux personnes qui viennent relever vos compteurs de la même façon. Alors là, évidemment, le risque est exacerbé. J'exagère un tout petit peu parce que là, je caricature. Le risque est exacerbé en disant oui, mais avant, c'était une fois tous les 6 mois. Maintenant, vous pouvez interroger, c'est mes données quotidiennes. Mais les données quotidiennes, de la même façon, sont dans un coffre-fort informatique. Tout coffre-fort peut être hacké, c'est le jeu favori des entreprises de hacking. Mais si aujourd'hui on vient essayer d'hacker, de prendre la main sur le compteur Linky, le compteur Linky a un breaker, il grille et ça change. Ça nous oblige à venir derrière changer le compteur Linky. Mais je ne dis pas qu'un jour ça n'arrivera pas, parce qu'on sait tous que la sécurité informatique, ça peut s'exposer à des dangers. Même titre qu'on a vu Yahoo, il y a peu de temps, se faire braconner un certain nombre d'adresses email. Nous, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il répond à toutes les normes de sécurité et toutes les normes de la vie privée. Bien évidemment que nos systèmes de renforcement et de protection individuelle devront progresser au fur et à mesure que les hackers réussiront à contourner ça. La question des incendies, c'est pas une question Linky. Ça, c'est la question des incendies. Les gens qui utilisent ça, sincèrement, les gens qui ont sorti cet argument-là, c'est vraiment de la mauvaise foi. Pourquoi? Parce que le risque incendie n'a rien à voir avec le compteur Linky. Le risque incendie, il est lié au fait que quand on raccorde n'importe quel outil électrique, si on a un mauvais serrage mécanique des câbles, on peut avoir un risque d'incendie. Moi, hier, j'ai fait une intervention dans le cadre de la tempête Nanette. J'étais avec des techniciens à Sucé-sur-Erdre. Le client, il avait un problème de tension. En fin de compte, on a intervenu, on pensait que c'était un problème lié au vent. Pas du tout. C'était grosso modo, ce compteur-là, vous voyez, il a 3 vis pour le mettre dans un panneau en bois. Les 3 vis se dépassaient derrière. Notre technicien était allé trop vite, il n'avait pas les bonnes vis, c'est pas grave. J'utilise les vis que j'ai dans mon camion, ça m'évite de revenir, ça m'évite de perdre du temps. Et boum, patatras, vous voyez que là, on raccorde le réseau. Derrière, il y a les câbles qui sont derrière le panneau et le panneau part. La vis, quand il est venu revisser son compteur après avoir fait l'Écosse, la vis est venue à un moment donné faire est venue attaquer le câble, ça fait une petite zone de chauffage. Bah, ça aurait pu avoir un petit incendie parce qu'on avait mal raccordé le compteur. Donc, ok, mais le risque incendie, il existe, mais il existe au même titre qu'on pose un compteur bleu électronique ou n'importe quel compteur électromécanique. Si on raccorde mal le compteur, et là, évidemment, le risque il peut être accru, on va en changer 35 millions. Donc il y a un risque que nos entreprises de pause fassent un petit peu n'importe quoi. Donc on les suit, on les encadre pour que le protocole de pause soit posé. Mais Linky, c'est comme un électricien qui vient chez vous poser un radiateur. S'il fait mal son boulot, vous pouvez avoir un risque d'incendie s'il y a un mauvais serrage mécanique des câbles. Donc ce n'est pas un argument directement attaquable à Linky, c'est de dire qu'on ne joue pas avec l'électricité, quand on raccorde un émetteur au réseau électrique, eh ben, il y a un protocole technique à respecter. Nous, ils utilisent des clés dynanométriques qui permettent d'assurer le serrage conforme. Les clés dynanométriques, c'est-à-dire qu'ils pompent jusqu'à ce que le niveau de pression soit bon pour pouvoir avoir la garantie que le serrage soit fait de façon très, très conforme. 2 millions de compteurs Linky en France, pas un seul incendie.
On a posé 2 millions de compteurs, aujourd'hui, il n'y a pas eu un seul incendie. Heureusement, je ne dis pas que ça ne se produira pas si les entreprises de pause font mal leur boulot, mais aujourd'hui, dites-vous bien que, vu la pression qu'on a des opposants au système, s'il y avait eu un incendie, honnêtement, on en aurait entendu parler. Donc il n'y a pas d'incendie. Maintenant, il faut qu'on soit attentif dans le protocole de pause. Là, alors voilà, donc là on a balayé ce qui se voulait un petit peu comme indicateur rationnel. Après, on se dit, bon, mais je vous crois pas, de toute façon j'en veux pas parce que c'est moi qui décide, c'est mon compteur. Donc non, malheureusement, et c'est là où c'est pas évident, vous n'êtes pas propriétaire de votre compteur. Alors que dans les années 70, nous vous apportons la puissance, nous apportons le compteur électromécanique. Voilà votre compteur. Je sais, moi je l'ai, enfin, t'es pas né, mais je connais l'histoire de mon entreprise. Euh, on a eu ce discours-là. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas ce discours-là parce que pas plus qu'à l'époque, c'est pas votre compteur. Et aujourd'hui, pas plus qu'à l'époque, c'est pas vous qui aviez décidé de changer votre compteur. Aujourd'hui, c'est les collectivités qui nous demandent de changer le compteur. Et alors, dans ces cas-là, vous pouvez vous dire, je vais me retourner vers ma mairie, puisque vous m'avez dit que le réseau appartient à la mairie. Mais non. Certes, ils sont propriétaires de leur réseau, mais ce n'est pas eux qui ont décidé de la pose des compteurs. Ça se situe au-dessus, ça se situe au niveau européen, au niveau national. La décision de la pose des compteurs Linky, elle a relevé in fine, en fin de compte, de Ségolène Royal. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule personne qui a autorité de façon légale pour dire j'interdis la pose des compteurs pour X ou Y raison, c'est la personne qui a pris cette directive et cette loi. C'est un dispositif légal, c'est un dispositif réglementaire, c'est la loi de transition énergétique pour la croissance verte, signée par Ségolène Royal, qui pose les bases du déploiement du compteur Linky. Donc aujourd'hui, même les élus sont aussi démunis pour répondre face à ce type d'argument. Donc si je ne veux pas dire de bêtises, mais je vais reprendre le visuel qui est beaucoup plus clair que moi. Donc les compteurs sont la propriété de la collectivité, hein, qui confie l'exploitation à notre entreprise. De par sa mission, on doit avoir accès au dispositif de comptage. Le déploiement est obligé, et c'est une obligation légale qui est inscrite au Code de l'énergie. Et donc, on doit assurer l'ensemble du renouvellement. Et donc, juridiquement, une commune ne peut pas s'opposer à l'arrivée de Linky. Ce n'est pas de son ressort, mais celui de l'État qui a inscrit le déploiement dans une loi et des décrets. Donc, la responsabilité de la commune ne peut pas être engagée. Aujourd'hui, sur la région Pays de la Loire, on a 5 communes qui ont pris un décret dit décret anti-Linky, qu'on est en train de contester avec la préfecture. Et à chaque fois que la préfecture ou le tribunal, le tribunal administratif, merci, s'est prononcé, à chaque fois, les communes ont perdu. Donc du coup, ces communes-là, il s'agit davantage de les rassurer, de leur dire, voilà, vous prenez une démarche qui est illégale, mais pour autant, travaillons ensemble sur le fond et travaillons les objections sur le fond, parce que malheureusement, vous vous engagez dans une impasse réglementaire qui n'est pas légale. Donc c'est que des petites communes. Pourquoi je dis ça? J'ai le même respect, évidemment, élu dans une petite commune est certainement plus difficile que des élus dans une grande. Mais quand je dis ça, c'est pas par manque de respect. C'est que je pense que l'information passe un petit peu moins bien, qu'on est un peu plus en prégnance avec le fait local, on est un peu plus proche des citoyens, peut-être un peu plus à l'écoute. Et souvent, l'histoire qu'on voit derrière ces communes-là, c'est dans un quartier, c'est un collectif, c'est des gens qui sont inquiétés, ça a pris prise dans un conseil municipal, et à l'issue du conseil municipal, parce que nos services et ceux de l'État n'ont pas suffisamment informé les communes, ont pris ce type de décret-là. Donc à un moment donné, il y a un pic des décrets. Il faut dire aussi que les associations anti-Linky, moi je leur reconnais un mérite. Elles utilisent les réseaux sociaux et la presse, mais nettement mieux que nous. Elles ont arrosé les 35 ou 36 000 communes françaises sur toute la démarche, et nous, on n'a pas su faire correctement ce travail-là. Quand on poste sur YouTube une vidéo où on explique, où on fait de la pédagogie Linky, vous avez dans le mois une 40aine de vues. Nul. Quand on poste une vidéo anti-Linky, avec un hacker, un gars un peu piraté, avec le masque des Anonymous, avec des choses bien plus agressives, nombre de vues sur YouTube multiplié par 7, 8 ou 9. Que voulez-vous que je vous dise? La communication institutionnelle aujourd'hui ne passe pas par des médias de communication qui nous échappent. YouTube, Facebook, ce type de relais-là communique de l'information facilement digérable, facilement compréhensible, qui permettent de renvoyer à des images très fortes.
On a vu des vidéos, mais si c'était pas malheureux, ça serait en plié de rire, hein, des vidéos où où on voit un indicateur, on voit le compteur Linky, donc non raccordé au réseau, donc un compteur Linky à proximité d'un berceau avec une personne qui est en train de dormir dans le berceau, et puis un indicateur qui mesure la tension avec un indicateur qui montre, vous voyez bien, regardez, la preuve par l'image. Ouais, mais le compteur, il est juste pas il est juste pas raccordé, quoi. Donc si on se met à croire ce type d'information-là qui circule, bah, c'est là où il faut qu'on fasse attention parce que l'information rapide et pré-mâchée n'est pas toujours la bonne. Donc les principes de précaution ou la crainte, tout ce qui suit, n'ont pas lieu d'être sur ce type de compteur-là, puisqu'ils utilisent encore une fois des technologies qui sont déjà utilisées, qui ne sont pas des technologies qui utilisent des ondes téléphoniques, qui sont déjà éprouvées et qui, encore une fois, répondent à l'ensemble des tests. La question de l'emploi, moi je veux bien y répondre, mais c'est une question qui est avant tout presque plus politique, qui me semble plus directement liée au compteur Linky. La question de l'emploi, c'est est-ce qu'on est pour ou contre le numérique? Est-ce qu'on est pour le fait que les choses changent? Est-ce qu'on est pour ou contre l'ubérisation de la société? Est-ce qu'on est pour le développement des objets connectés? Est-ce qu'on est contre? Moi je n'ai pas à me prononcer là-dessus. Si vous avez des questions autour de l'emploi, évidemment, évidemment, euh, à l'instant T, ça crée de l'emploi. Ça crée de l'emploi pour gérer les pics de pause. À terme, on se rémunérera en supprimant de l'emploi, mais nos emplois vont évoluer. C'est-à-dire qu'on aura moins d'emplois de techniciens compteurs qui relevaient des compteurs, qu'on avait déjà pu d'ailleurs, hein, puisqu'on les sous-traitait, comme je vous le disais. Mais on va avoir davantage d'emplois autour de la maintenance de ces compteurs qui utilisent des technologies un peu plus évoluées. Et puis surtout autour de tout ce qui est big data. Aujourd'hui, on se retrouve avec un parc de données de consommation. Eh ben, il va falloir qu'on utilise ces données-là. Donc, ça crée de l'emploi dans les entreprises de pause, ça crée de l'emploi pour les entreprises de recyclage. Ça crée un savoir-faire exportable à l'international. Au passage, sur l'emploi, vous dire que je pense qu'on est une entreprise qui n'est pas toujours évidente hein, d'un point de vue social, avec le poids d'organisations syndicales qui sont très forts. Aujourd'hui, les organisations syndicales ne sont pas anti-Linky. Aujourd'hui, accompagnent. Aujourd'hui, ce n'est pas un projet de mutation, ce n'est pas un problème RH. Vous n'entendrez pas de grève à Enedis liée à Linky. Le corps social comprend qu'on a des emplois qui disparaissent et d'autres qui se créent. Et comme on accompagne ça dans la durée, on réussit à gérer ça socialement. J'ai presque fini. Les compteurs communicants en Europe, les plans de déploiement sont adaptés, les contextes sont adaptés à chaque pays puisqu'on est sur des modèles différents. Donc ils varient selon plusieurs critères, hein, des critères de politique énergétique, d'organisation de la distribution. Dans le monde aujourd'hui, c'est 1,1 milliard d'euros. La Chine, je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'aujourd'hui, il déploie 2 millions de compteurs par mois. La directive pour le cas spécifique de l'Europe, c'est une directive européenne qui impose une installation dans au moins 80% des foyers. 16 pays membres ont décidé un déploiement à grande échelle. La Finlande, la Suède et l'Italie sont déjà équipés. Quand vous allez en Italie, vous avez déjà des compteurs communicants. Alors, ils ne font que la relève des compteurs, les compteurs italiens. Ils ne font pas les mises en service, les modifications de puissance, tout ce qui suit. Mais ils ont déjà ce type de compteur-là. Le cas spécifique de l'Allemagne, parce que souvent c'est un exemple qui est ressorti et on pense que l'Allemagne ne s'engage pas sur le déploiement des compteurs Linky, c'est erroné. Enfin, c'est raccourci malheureusement. Il faut d'abord partir de l'organisation de la distribution en Allemagne. Euh, où on a 900 distributeurs différents en Allemagne, quand en France, on confie le déploiement à un seul opérateur pour 95% du territoire, qui est Enedis. Et donc, ça obère le coût à 14,4 milliards d'euros contre 4,5. Je ne sais pas pourquoi c'est 4,5, on dit toujours 5, contre 5 milliards en France. Donc l'Allemagne part sur un déploiement différé, un déploiement en deux temps, en s'intéressant d'abord aux gros consommateurs. J'ai changé le parc des compteurs des gros consommateurs, ce qui est assez pragmatique. On commence par les plus gros consommateurs. Donc avec 10 millions de compteurs pour une certaine catégorie de clients, gros consommateurs, de producteurs. Et puis ensuite installer un compteur relativement uniforme à l'ensemble de population qui lui se fera dans des échéances plus longues. J'espère ne pas avoir été trop rapide ou trop long ou trop technique. Maintenant, la balle est dans votre camp.
Très bien. Donc merci Olivier pour cette présentation. On va donc rentrer dans l'échange et je vous demande à chacun, à ceux qui veulent poser des questions, de vous présenter, enfin dire qui vous êtes. Si vous êtes membre du conseil de développement, parlez bien dans le micro parce qu'on enregistre le débat. Et donc présentez-vous quand vous posez la question. Bonjour monsieur. Vous me connaissez sans doute déjà. Moi je m'appelle Jean-Claude, je ne suis pas au conseil. Et je voudrais savoir, pourra-t-on garder des factures toujours fixes comme actuellement? C'est-à-dire La tous les mois on paie mensualisation. toujours la même chose. Oui, les clients avec Linky, vous pouvez rester mensualisé. Beaucoup de clients ont fait le choix de la mensualisation en disant de ne pas payer sur index réel, mais plutôt lisser ses dépenses d'énergie comme ses impôts ou comme d'autres dépenses. Donc avec la mensualisation, les fournisseurs pourront maintenir un service de mensualisation. Hmm. D'accord. Le seul avantage avec Oui. Linky, c'est que la mensualisation donnait lieu à un rattrapage derrière. À un moment donné, on faisait une relève et puis les derniers prélèvements étaient ajustés. Bah là, on pourra peut-être ajuster au fil de l'eau. Je voudrais ajouter, vous parlez du Linky qui pourrait s'enflammer. C'est anecdotique. En revanche, il y a beaucoup d'appareils connectés derrière qui, eux, se tombent en panne quand on met le Linky. Et ça, on n'en avait pas parlé. Non, c'est vrai. On n'a pas parlé des lampes tactiles. À ma connaissance, Patrice, hein, tu complètes. Hein. Aujourd'hui, le compteur Linky, la technologie courant porteur en ligne, pose problème sur un seul usage. Vous savez, c'est les lampes tactiles, les lampes où on met sa main qui fait interrupteur. Hein. Et donc aujourd'hui, effectivement, la technologie courant porteur en ligne qui se propage sur l'installation génère des perturbations sur l'utilisation des lampes. Je crois qu'on a 70 ou 80 cas identifiés de 72, pardon. 72 clients qui se sont retrouvés gênés par des lampes qui... je veux bien que tu complètes, Patrice, parce que je suis moins féru. Le CPL Linky perturbe la fréquence de la lampe tactile, en fait. Oui, ça c'est connu. Et ça fait 72, on en a déployé 115 000 compteurs. En fait, il y a... Non, alors les autres appareils perturbés après la pose d'un compteur Linky sont plutôt dus à l'interruption d'énergie pour pouvoir remplacer le compteur. La coupure d'alimentation électrique a engendré un dysfonctionnement. C'est vrai pour des portails électriques extérieurs qui sont commandés par une télécommande où les électriciens reconnaissent qu'ils sont sensibles aux coupures d'électricité. Mais ça peut être une coupure d'électricité pour la tempête, par exemple, basse tension, HTA, mais souvent les box aussi fonctionnent moins bien, les box Free, Orange, et les clients les emmènent en échange standard. En fait, c'est la coupure d'alimentation électrique qui génère un dysfonctionnement. Mais ça, c'est déjà le cas aujourd'hui sur d'autres types d'appareils, sans Linky en fait. C'est pas Linky en fait, c'est la coupure d'alimentation. Ok. Ensuite. Jacques Brouard, je suis de conseil de développement de Sainte-Luce-sur-Loire et de Nantes aussi. Deux questions. Concrètement, en 44, d'après ce que je comprends, c'est 2017 va être complètement, enfin toute l'année 2017. À la fin de l'année 2017, les communes de Loire-Atlantique seront... Non, j'ai pas bien compris. Alors, Non. est-ce qu'on peut avoir une idée là de ce calendrier par commune? Et est-ce que systématiquement, il y a dans les communes, quelques semaines ou quelques mois avant, des possibilités de concertation avec les citoyens? Ou est-ce que c'est systématique ou bien est-ce que ça passe que par les élus? Non, c'est à la demande des élus. Alors pour la première question, donc la réponse est non. Le 44 verra le plan de déploiement Linky en 2021. Nantes, on verra en 2020. Donc le plan de déploiement s'étale sur... dans le 44, là, vous avez vu, je vous ai présenté les marchés, mais les marchés, j'ai été trop rapide, ne couvrent pas tout le territoire de la Loire-Atlantique. Donc Sainte-Luce, j'ai pas le plan de déploiement en tête, peut-être que Xavier le connaît, je sais pas.
Donc Sainte-Luce 2017. Et si les élus des communes, de toutes les communes souhaitent à un moment donné, parce que ils souhaitent en faire un sujet d'information auprès des citoyens ou parce qu'ils sont déjà interrogés, et ben dans ces cas-là, bien évidemment, nous, quand c'est à la demande de la mairie, je vais être clair, quand c'est à la demande de la mairie, on répond présent. Quand c'est pour aller faire la promotion des anti-Linky, on dit non, parce qu'on sait très bien que c'est pas productif. Si vous voulez, à un moment donné, pour débattre, il faut être deux. Quand on est face à des gens qui ne veulent pas tout à fait débattre. Donc quand c'est organisé dans ce contexte-là, en toute franchise, on évite parce que c'est pas possible, c'est pas constructif. Par contre, quand c'est un maire qui de toute bonne foi nous demande ce type d'information-là, nos équipes territoriales sur chaque département, et c'est le cas de la Loire-Atlantique avec Xavier Fichot et ses équipes territoriales, on vient en commune, vous assurez l'information par votre bulletin municipal à J-15 avant une date, on fait une réunion, on peut faire d'abord une information de votre conseil municipal, vous présentez le plan de déploiement, mais dans tous les cas, Sainte-Luce, si c'est 2017, votre interlocuteur privilégié dont le nom m'échappe, mais Xavier vous le dira, c'est Stéphane Gonneau, votre interlocuteur privilégié sur Sainte-Luce, va venir vous présenter le plan de déploiement pour vous dire, bon ben voilà, le Linky va arriver sur votre commune, c'est telle entreprise de pause, parce qu'il s'agit de rassurer aussi sur l'entreprise de pause. Attention à des margoulins aussi qui se présentent comme EDF, qui se présentent comme Enedis, qui viennent vendre des bilans thermiques, tout ce qui suit. On n'a pas encore eu de problématiques de ce genre-là, mais il y en aura forcément. Les gens malhonnêtes ont toujours de bonnes idées. Donc voilà pour répondre à votre question, monsieur, sur Sainte-Luce. Oui. Oui, bonsoir. Didier Mallet. Donc je suis pas un opposant politique au Linky, mais je me pose des questions. Et vous aviez dit tout à l'heure, le compteur lui-même n'émet pratiquement pas d'ondes électromagnétiques. Enfin, elles ne sont pas d'une intensité... Parlez assez fort, sinon on ne vous entendra pas. Alors, faut le mettre comme ça? Non? On m'entend mieux? Coller pratiquement et voilà, parler assez comme fort. Ça va? Vous avez dit, donc, le compteur n'émet pas d'ondes nocives quand on est à proximité du compteur. Point barre. Et puis après, à l'occasion d'une question de je ne sais plus qui, vous avez dit, il y a des lampes qui sont perturbées par les CPL. Donc les CPL vont bien dans le logement. Et là, on est environné. On est dans un environnement où il y a des tas de fils dans notre maison. Donc les CPL vont se promener partout dans le logement. Oui ou non? Et puis, une autre question, parce que j'en ai entendu parler, je voudrais savoir si c'est vrai, parce que c'est lié toujours à ces courants CPL et à l'action, parce que vous avez dit on va gérer la consommation plutôt que pour l'adapter à la production. C'est tout à fait louable. Mais donc, vous allez, comme vous faites pour les chauffe-eau électriques, couper un certain nombre d'appareils au moment où il y aura des pointes de consommation qui nécessiteront, puisque la production ne va pas suivre, donc d'abaisser cette consommation. Est-ce qu'à ce moment-là, ces coupures et ces d'appareils, qui sont, comme vous dites, comme les lampes tactiles, peut-être mal adaptées, va pas provoquer soit la détérioration d'appareils, soit autre chose? Oui, les démonstrations et la frise que vous voyez tout à l'heure, c'était le champ électromagnétique qui était mesuré, 0,1 volts par mètre. La fréquence, depuis le début, on a répété, depuis 46, alors je n'ai pas exactement l'année, mais les chauffe-eau électriques utilisent une fréquence qui se propage dans l'installation intérieure pour exciter le contacteur des chauffe-eau. Il y en a 12 millions en France. Le 175 Hz. On envoie bien une fréquence. C'est le même principe. Là, on envoie bien une fréquence pour dialoguer avec le compteur, à minima une fois par jour pour relever les données de consommation. Mais le compteur, ce n'est pas une barrière physique, en fait. Sur les câbles électriques, la fréquence se propage. Donc, c'est ce qu'on a dit, et on reconnaît, ça impacte les lampes tactiles qui sont aussi dans votre maison, dans le logement, en fait, et qui utilisent la fréquence. Nous, notre canal de diffusion, c'est le câble électrique, en fait. On ne l'a pas nié, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Alors, le deuxième point, c'était sur... Je rebondis parce que monsieur tout à l'heure a dit, si on met un compteur dans un logement d'étudiants qui est très près du lit, mais les fils électriques dans le logement, ils sont partout.
Donc, vous parliez de mauvaise foi tout à l'heure. J'ai un petit soupçon de ce Non. côté-là. Voilà. Non, c'est-à-dire que le compteur Linky était attaqué sur les ondes électromagnétiques qu'il émettait, et notamment qu'il émet, ou sur la façon dont il communique avec notre système d'information. Quand je vous disais, je vous parlais du compteur Linky, sur sa relation entre notre concentrateur et le compteur. Donc là, sur ce qu'il émet quand il fonctionne, ou dans la façon dont il communique, il n'y a aucune onde téléphonique, et c'est que de l'onde électromagnétique. Après, ce qui se passe derrière le compteur, c'est au même titre qu'aujourd'hui, quand on utilise du courant porteur en ligne. Mais là, de ce point de vue-là, il n'y a pas de changement majeur dans la façon dont le compteur, qu'il soit bleu électronique ou le compteur Linky, pouvait communiquer, dans la façon dont l'onde électrique, se propage à l'intérieur de la maison. Mais c'est deux étapes différentes. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair. J'ai toujours du mal à l'expliquer. Oui, on n'est pas sur la même bande de fréquence. C'est pour ça que ça change maintenant avec la onde tactile. Avant, il y a un chauffe-eau avec les 175 Hz. Maintenant, on est en kHz. Donc, on est sur la même bande de fréquence que les ondes tactiles. Enfin, le problème, il est là. Et aujourd'hui, quand on rentre dans une maison, il ne faut pas non plus... ça rayonne pas, en fait. On écrase le signal, en fait. Pour les plus techniciens, en fait... les appareils dans un logement, en fait, ce sont des impédances supplémentaires qui écrasent le signal CPL. C'est pas l'inverse. On rentre pas dans une maison pour rayonner. Oui, le compteur, on peut le téléopérer à distance, en fait. Mettre en service, justement, c'est tout l'intérêt pour les logements qui changent souvent de locataire, de faire des résiliations à 16 h le soir. Dans la nuit, l'opération se fait en automatique et on interrompt l'énergie. Comme on a dit tout à l'heure, on se rémunérera sur tous ces gains d'énergie qui sont perdus pour le distributeur. Parce qu'aujourd'hui, on laisse l'énergie, on n'a pas le temps de se déplacer, on laisse l'énergie pendant 8 semaines ou plus. Entre-temps, des clients s'installent, ne pensent pas à prendre un abonnement d'électricité, et toute l'énergie consommée entre les deux est souvent difficile à récupérer. Je crois avoir aussi compris que dans votre question, il y a est-ce que le compteur Linky va directement commander des appareils électriques? C'était un peu aussi le sens de votre question. Alors, le compteur Linky, quand on l'installe chez les clients, aujourd'hui ne commande pas les appareils. C'est une installation supplémentaire qu'il faut installer et sur laquelle vous apporterez votre accord ou pas pour que votre réfrigérateur, votre congélateur, enfin votre chauffage, mais comme ça existe déjà aujourd'hui, je veux dire, le compteur Linky, lui, il enregistre vos consommations d'électricité, ce qui rentre dans la maison, et il est téléopérable à distance. Mais le compteur Linky, pour permettre d'augmenter ou de diminuer la puissance, parce qu'on parle de mettre hors service ou de mettre en service, mais parmi les fonctionnalités du compteur Linky, vous saurez par exemple quelle puissance vous avez besoin. Aujourd'hui, vous avez une puissance, a priori, peut-être que vous avez pris une puissance quand vous aviez des enfants qui étaient à la maison et ils ont quitté la maison et vous avez toujours la même puissance. Il y a un paquet de qui ont peut-être 9 ou 12 kW alors qu'ils ont besoin de 6, de 7 ou de 8. Demain, vous saurez de quoi vous avez besoin et vous demanderez, tiens, je veux la puissance dont j'ai besoin. Et cette variation de puissance autorisée par le compteur Linky, aujourd'hui, vous avez nécessité de prendre un rendez-vous, il y a nécessité qu'un technicien se déplace chez vous, et vous avez vu les tarifs, c'est 36 €. Demain, quand vous ferez cette demande, c'est 10 fois moins, c'est 3 € au lieu de 36, 3,60 €. Et elle est faite le lendemain, sans que vous ayez besoin de vous retrouver à votre domicile. Donc, la téléopération du compteur, c'est que le compteur, rien que le compteur, et aussi bien sur la consommation d'électricité que sur sa téléopération. Voilà. Et donc, pour tout ce qui est aval de l'installation de votre maison, ça ne commande rien, aucun appareil. Donc oui, Jean-Luc Auger, du Conseil de développement. Alors, c'est un peu dans le prolongement, puisqu'on vient de parler de puissance. Ma question portait justement, parce que quand vous avez présenté, vous avez dit que maintenant, on peut changer la puissance à distance. Donc, il m'est venu l'idée de me dire, les gens qui ont, par exemple, un chauffage électrique l'hiver ont besoin de beaucoup de puissance, beaucoup moins l'été. Alors, est-ce que ce sera quelque chose qui sera possible et rentable pour le consommateur de pouvoir faire varier sa puissance entre justement une consommation importante pour l'hiver et pas l'été, puisque l'abonnement est quand même relativement important compte tenu de la puissance? Ça, c'est le fournisseur qui va pouvoir adapter ses gammes tarifaires. C'est-à-dire que le compteur Linky va pouvoir accroître
la gamme, la variété, la diversité des tarifs. Mais ça, c'est une responsabilité qui relève du commercialisateur. Si le commercialisateur il trouve un modèle tarifaire qui lui est bénéfique parce que ça permet de fidéliser des clients et d'adapter une gamme de tarifs, aujourd'hui on observe des premiers, derrière le compteur Linky, les premiers à se positionner en termes d'offres tarifaires. Je crois que ça a été Engie ou Direct Energy en l'occurrence, qui a proposé des tarifs semaine, des tarifs week-end qu'on ne connaissait pas spécialement encore. Est-ce que demain, il y aura des commercialisateurs qui seront en capacité de proposer ce que vous imaginez, ce qui serait de bon ton peut-être vu que le coût de l'intervention sera diminué et pourra se faire à distance pour modifier une puissance? Oui, il faut voir. Après, ce qui est très intéressant, c'est que derrière la question, c'est toujours fait général, fait particulier. Ces évolutions-là pourraient poser une question sur la structure même d'un tarif d'électricité. Aujourd'hui, comme vous le soulignez, ce qui structure un tarif, c'est la puissance que vous souscrivez. J'ai besoin de telle puissance à une période. Et ensuite, c'est en fonction de ce que je consomme. Et donc, c'est un savant équilibre des deux. Demain, on peut réaliser que la part consommation va diminuer dans le tarif. Donc on se dit, bon bah tiens, on va essayer de chercher de diminuer la part abonnement qui reconnaît la puissance souscrite. Alors c'est d'excellents sujets qui intéressent énormément le modèle du distributeur, puisque si nous, à un moment donné, le tarif d'électricité, le TURP, est indexé uniquement sur la consommation, on n'est plus du tout rémunéré sur la puissance. Or, pour autant, notre problématique, nous, de réseau, c'est de structurer un réseau qui va pouvoir, 24 heures sur 24, 365 jours sur l'année, assurer toujours cette puissance-là. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'on investisse sur les réseaux qui vont peut-être parfois être en surcapacitaire par rapport à un besoin de puissance, mais qui sera de moins en moins dans la durée constant. Donc, comment rémunérer un distributeur, comment rémunérer des opérateurs qui vont devoir avoir une taille de réseau de cette taille-là, alors que dans 98% du temps, un petit réseau de cette taille-là serait suffisant. Enfin, je ne sais pas si c'est clair. Donc nous, c'est un peu les discussions qu'on a avec la Commission de régulation de l'énergie, où on nous dit, mais vous, distributeurs, vous devez garantir une qualité de fourniture, parce que personne ne comprendrait que développement de l'éolien, développement des photovoltaïques, enjeu de maîtrise de la demande d'énergie, développement des véhicules électriques, on n'a pas beaucoup parlé. Mais si vous prenez l'usage du véhicule électrique, ça va aussi, parce que le développement des véhicules électriques, la question, elle ne se pose pas, elle aura lieu. La question, c'est de savoir quand et à quelle vitesse. Mais à un moment donné, on sait que la mobilité électrique va se renforcer. Comment on va gérer ces appels de puissance très soudains face à des bornes de recharge qui vont être des bornes de recharge rapides ou des bornes de recharge lentes? Quand j'arrive sur l'autoroute, quand j'arrive à mon supermarché du coin avec des bornes de recharge très rapides, là, je vais avoir besoin d'appels de puissance très soudains. Donc, il va falloir qu'on ait un réseau qui est très robuste. Donc, votre question, la réponse est techniquement oui. Financièrement bien plus complexe parce que vous voyez les ramifications que ça engendre derrière. C'est pas tout de vouloir consommer au meilleur prix, tout le monde peut le comprendre, mais il n'en demeure pas moins que moderniser les réseaux pour être toujours en capacité de garantir une qualité de fourniture constante et d'avoir aucun... Aujourd'hui, la durée moyenne de coupure des clients au niveau national et sur la région, c'est le même. C'est notre critère B. Il a 60 minutes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un client au niveau national, en moyenne, il est privé d'alimentation électrique 60 minutes de son temps. Ça veut dire que 60 minutes sur 24 heures, sur 365 jours, vous faites le calcul, ça veut dire que 99,98% du temps, il est alimenté en électricité. Les 0,02%, c'est quoi? C'est soit on fait des travaux sur les réseaux, donc on est obligé de couper, malgré des techniques qui nous permettent de travailler sans réseau, c'est les aléas climatiques, c'est les accrochages de réseau. Mais si demain, on se retrouve à être contraint un tout petit peu si nos réseaux ne sont plus robustes et tombent en cascade et qu'il n'y a plus d'alimentation électrique, les fameux blackouts, vous entendez un petit peu, c'est les sujets de RTE en ce moment à la télé. C'est 20 centrales nucléaires aujourd'hui qui sont pour certaines dans un parc de maintenance normal et puis d'autres qui sont liées à des travaux parce qu'ils avaient pu observer des problématiques sur les centrales. Donc aujourd'hui, une vingtaine de centrales en arrêt de tranche jusqu'à mi-janvier. Bon, RTE est en train de regarder en fonction... RTE gère les équilibres entre l'offre et la demande à un niveau national et européen.
s'il ne va pas falloir qu'on importe davantage d'électricité, c'est le modèle, d'où les prix de l'électricité sur les marchés spot qui décollent. Et puis vous avez entendu les débats qui disent mais est-ce qu'aujourd'hui il y aura si l'hiver est très très rude, est-ce qu'il y aura des plans de délestage éventuels? Donc c'est tout le sujet actuel. Donc voilà, votre question est très très importante, mais intéresse même dans ces cas-là, je pense, la rémunération des opérateurs et l'évolution des tarifs. Dans ces cas-là, il faut que les tarifs d'électricité ne reflètent plus une consommation, mais reflètent une puissance nécessaire. Oui, Bruno Charles, je ne suis pas membre du conseil. La question j'ai plusieurs questions. Sur le Linky, le Linky ne commande aucunement les appareils de la maison, on est bien d'accord. Parce que tout à l'heure, on a parlé, il y a un monsieur qui parlait en cas de beaucoup de tension, de courant qui est demandé, il n'y a pas lieu d'aller chez le client pour faire une coupure ou bien pour diminuer les appareils. On est bien d'accord là-dessus. Étant donné que le Linky ne commande pas les appareils. Non, pour être précis, parce que effectivement, Xavier a raison de compléter. Pas clair. Non, c'est nous qui ne l'avons pas été. Le compteur Linky va pouvoir proposer va donner la possibilité aux fournisseurs de proposer différents tarifs. Ces tarifs, aujourd'hui, vous connaissez les tarifs heure pleine, heure creuse, qui sont. D'accord. Voilà. Mais aujourd'hui, est-ce que les tarifs heure pleine et heure creuse, grosso modo, je chauffe la nuit, mon ballon d'eau chaude électrique, c'est ça l'intérêt du tarif heure pleine, heure creuse, est-ce que c'est suffisant par rapport aux enjeux? La réponse, elle est non. À un moment donné, il va falloir que les clients, il va falloir qu'on propose, et là en l'occurrence les fournisseurs, des gammes de tarifs qui vont dire, sur certaines périodes de la journée, on va peut-être vous demander de moins consommer. Ou alors, sur certaines périodes de la journée, on va vous dire, il y a certaines zones de votre maison ou certains usages de l'électricité où on va vous demander de moins les utiliser pour que, artificiellement, vous baissez votre consommation pour permettre de bénéficier d'un tarif plus attractif et de répondre à un moment donné à des pics de consommation qui feraient que là, il y a un gros pic de consommation. Donc on va pouvoir, à travers le compteur Linky, proposer des gammes de tarifs plus simples. Et après, on est plus dans les sujets de la domotique ou des smart home. Parce que maintenant, on ne parle plus de domotique, on parle de smart home. C'est tous les services que proposent les Schneider Electric, les Atlantic, pour mieux piloter son installation intérieure. Ouais. Et donc répondre à des gammes de tarifs encore plus attractives. Donc c'est en ce sens-là, ce n'est pas le compteur Linky qui va prendre directement la main sur votre ballon d'eau chaude. Ah, d'accord. Mais par contre, on peut imaginer des tarifs qui seront bien plus fins, bien plus puissants que le tarif heure pleine, heure creuse tel qu'on le connaît aujourd'hui, où aujourd'hui vous bénéficiez de tarifs plus attractifs selon le moment où vous consommez. Alors, je voudrais également un éclaircissement à propos des CPL. Parce que les données de nos consommations sont télétransmises. Elles sont télétransmises. Ah, pardon. Oui, je dis, cette télétransmission se fait par l'intermédiaire des CPL. Mais un ou des CPL qui se trouvent où à ce moment-là, à partir du compteur? Je pense que je suis allé trop vite sur ce visuel-là. C'est-à-dire que le client va pouvoir avoir accès à ces données de consommation directement, non pas en allant chercher sur son compteur, appuyer sur les boutons, faire défiler les index, mais en allant sur ce site internet-là. Voilà. Donc ça, c'est j'accède. Il est où mon site internet-là? Il était dans les avantages clients, pardon. Il était là. Donc, excusez-moi, ça va venir. Voilà, il est là. Donc, deux choses. Il y a, vous facilitez l'accès à vos données de consommation quasiment en temps réel avec des courbes de charge données par an, par mois. Et plutôt qu'aller sur votre compteur électronique ou sur votre compteur électromécanique relever des index, vous aurez un état de vos consommations bien plus fin. La technologie courant porteur en ligne, ce n'est pas celle-ci. Ça, c'est un accès à vos données de consommation. C'est un accès facilité à votre compteur. Fini d'aller dans le garage et faire vous-même vos courbes, vous allez avoir une connaissance plus fine parce que le compteur Internet, l'accès à Internet vous donnera ce service-là. La technologie courant porteur en ligne, c'est la façon dont le compteur Linky va communiquer au système d'information vos données de consommation.
Et vos données de consommation vont être transmises par le compteur à notre système d'information. Ce n'est plus quelqu'un qui vient relever les compteurs tous les 6 mois, c'est tous les jours, une fois par jour, pendant 1 minute, le système d'information Linky qui, lui, vous voyez, la flèche va... L'intérêt des flèches, c'est la flèche va vers du SI Linky vers votre courant, alors qu'en haut, c'était la flèche va du compteur jusqu'au système. Le système maintenant communique, c'est-à-dire que nous, on peut interroger votre compteur, soit pour le mettre en service, soit pour modifier la puissance. On lui donne des ordres à distance via une technologie courant porteur en ligne. En ce qui concerne les données de consommation, elles, on va les faire. On va les interroger une fois par jour pour récupérer votre courbe de charge pour qu'on puisse avoir des données de consommation entre guillemets à J+1. C'est pas du tout du temps réel, c'est du J+1. D'accord. En fait, juste pour compléter, le compteur, on va stocker tous les jours sur un serveur vos données de consommation de votre compteur. Oui. Et si vous avez votre portail d'accès à Internet, vous irez consulter sur ce serveur ces données qui sont disponibles. Vous n'allez pas voir votre compteur. Il ne faut pas confondre. Et dans le cas du remplacement de ces compteurs, vous remplacez aussi bien un mono qu'un tri. C'est ça. Le changement se fait sans modification contractuelle sur la puissance souscrite, sur le passage mono ou tri. Donc, il n'y a que le tableau qui va être modifié. Oui, encore, si le panneau est en bon état, on ne touche pas au panneau. Donc, Bernard Lefebvre, membre du conseil de développement, et puis aussi ancien salarié du groupe EDF, puis du groupe Engie. J'ai 2 questions, enfin quelques petites questions. La première, c'était donc le compteur Linky appartient-il au distributeur ou appartient-il à l'autorité concédante qui est la mairie? Et donc la même question se poserait pour les régies. C'est-à-dire que les régies sont-elles propriétaires du compteur Linky ou pas? J'ai noté aussi qu'il y avait 6 fabricants de Linky. Je voulais savoir si les 6 faisaient exactement le même compteur. Est-ce que le procurait au même prix pour les gens qui l'achètent, c'est-à-dire Enedis plus les régies? Est-ce qu'il y avait un intérêt particulier à prendre tel producteur de Linky plutôt qu'un autre? Bon, ça, c'était pour les questions qui intéressent Linky. Et la deuxième question, c'était il y a un autre distributeur dans le domaine de l'énergie qui s'appelle GRDF, qui a un projet qui s'appelle Gaspard, qui est un petit peu le pendant pour le gaz que ce qu'est Linky pour l'électricité. Je voulais savoir si je ne sais pas à quel niveau ils en sont du projet Gaspard, il est peut-être un peu plus en retard que celui de Linky, de déploiement en tout cas. Je voulais savoir s'il y avait la même, je dirais dire, opposition de la part de certains membres du public par rapport à ce compteur Gaspard, sachant que historiquement, Gaz de France avait été toujours mieux perçu qu'EDF. Donc est-ce que c'est lié de ce côté politique, sachant que je crois qu'il va utiliser aussi les CPL? Alors merci pour toutes ces questions. Très rapidement, la première était sur à qui appartient le compteur. Le compteur, il n'appartient pas au distributeur. C'est un bien de la concession qui nous est qui nous est confié. Donc tout l'enjeu qu'on avait, nous, à un moment donné, c'était se dire, on s'engage dans un plan de déploiement d'un compteur Linky, et si un jour, qu'est-ce qui se passe si l'autorité concédante ne renouvelle pas le contrat de concession, on s'est engagé dans un dispositif. Donc ça a été prévu dans le cadre du business model qui, lui, s'étale même au-delà de 2021, puisque les économies grâce au compteur Linky, on dépense au début et on récupère les recettes après. Donc le compteur est bien la propriété des communes et des autorités concédantes. C'est pour ça que j'en ai pas beaucoup parlé, mais tout à l'heure je parlais du CIDELA ou de Nantes Métropole, mais à chaque fois qu'on fait des réunions publiques, on les associe. On le fait toujours avec eux puisqu'elles sont propriétaires. Donc par contre, le dispositif fait qu'à un moment donné, si telle ou telle autorité concédante ne devait pas se réengager avec Enedis, il y aurait grosso modo des systèmes de dédommagement vis-à-vis d'Enedis. Donc aujourd'hui, la question ne se pose pas. Mais en tout cas, ce n'est pas la propriété ni du client ni d'Enedis. Régie, c'est la même chose.
et les 6 fabricants. Alors, vous n'avez pas le choix, vous, en tant que client, hein, des fabricants. Pourquoi 6 ? Parce que pour construire 35 millions de compteurs, nos acheteurs et les responsables de la chaîne industrielle ont estimé des volumes de production. On ne voulait pas être lié à un seul et même producteur, parce que s'il y a un producteur qui lâche, on était pieds et mains liés avec tel producteur. Donc, ils sont arrivés à un équilibre de 6 producteurs. Et on voit bien d'ailleurs que chaque producteur, ils n'ont pas tous rencontré les mêmes difficultés, quoi, hein. Donc heureusement aujourd'hui qu'on ait cette stratégie-là, parce que certains retards de producteurs ont pu être compensés par d'autres. Donc c'est plutôt un choix industriel. Par contre, c'est le même cahier des charges, c'est le même produit, c'est la même technicité. Donc pour le client, c'est complètement neutre. Le compteur Linky, Landy-Ségir n'est pas moins plus super performant que le compteur Sagemcom. Voilà. C'était pour une logique industrielle, comme n'importe quel industriel a dans ses sous-traitants, différents sous-traitants qui lui fabriquent ses produits, et ils ne vont pas être dépendants de tel ou tel sous-traitant. Puis en plus, massivement, il fallait répondre très rapidement. Et dernière question sur GRDF, la question elle est intéressante. Donc la GRDF, effectivement, le compteur Gaspard, c'est les mêmes enjeux. Donc ils ont démarré un petit peu après nous, ils ont moins de clients. Ils n'ont pas eu une stratégie de communication comme Enedis, c'est-à-dire que Enedis, à la limite, c'est rigolo comme les détracteurs peuvent nous dire vous avez trop communiqué ou pas assez communiqué. GRDF a fait le choix de ne pas communiquer du tout en disant c'est une disposition réglementaire, je pose le compteur et il n'y a pas de question. Alors pourquoi il n'y a pas le même niveau d'opposition alors que, comme vous le dites, c'est les mêmes technologies, il devrait y avoir le même niveau d'opposition. C'est là où je pense qu'il faut repartir de la finalité, de l'origine des détracteurs du compteur Linky. C'est parti d'où ? De 2-3 associations qui ont réussi à faire un travail exceptionnel. Ces associations-là militaient déjà au moment de... On retrouve dans les associations antinucléaires, un élu notamment de Gironde, on retrouve des associations qui étaient sur les antennes relais. Je pense, je me trompe peut-être, que Linky a été une formidable opportunité pour elle d'être audible sur ces sujets-là. Parce que le compteur Linky s'invite dans tous les foyers. Tous les foyers n'ont pas un compteur gaz, mais tous les foyers ont un compteur électrique. Linky a réussi dans l'imaginaire, dans l'histoire, dans l'argumentaire qui a été proposé, la santé, le hacking, les incendies, l'emploi. Ça a été, il faut reconnaître que ça a été un travail assez complet. Et comme le compteur Linky s'est pas invité peut-être qu'on n'a pas suffisamment communiqué, mais on a quand même communiqué. On a fait ce travail-là, peut-être mal, mais on l'a fait. Et on s'est invité dans l'ensemble des foyers. Donc aujourd'hui, les associations qui ont besoin d'avoir un crédit politique, de se faire entendre, parce que certaines peuvent aussi avoir des convictions très saines, qui sont contre l'électronique, contre le développement de ces usages-là, il n'y a pas que des finalités politiques peut-être là-dedans, ont un levier qui est beaucoup plus audible que les antennes relais, ou qui est beaucoup plus audible que les compteurs gaz, parce qu'ils s'invitent dans tous les foyers. Ils s'invitent dans tous les foyers sans laisser le choix au client. C'est pas votre compteur, vous n'avez pas le choix, on vous le posera. Il faut l'expliquer ça quand même, hein. Et donc du coup, ça a suscité beaucoup d'inquiétudes, ça a eu une grande prise. On s'intéresse dans les communes rurales où on voit que c'est là où il y a le plus de décrets anti-Linky. Je peux vous dire qu'il n'y a pas une seule grande commune qui a pris un décret anti-Linky. Pourquoi ça se passe beaucoup plus dans les communes rurales ? Ah monsieur, dites-moi laquelle ? Bagnolet, c'est où Bagnolet ? Bagnolet à Toulouse ? Dans le 93, pardon ? Pour moi, je vais vous dire, la commune la plus importante, c'est Biarritz, et c'est pas un décret anti-Linky, c'est le maire de Biarritz qui a dit on souhaite avoir quelques garanties. Mais des décrets anti-Linky des grosses communes, en tout cas, moi je vous parle de ce que je connais, c'est la Loire-Atlantique, et Xavier le connaît aussi parfaitement. On a 5 communes, c'est plutôt des petites, c'est plutôt du sud Vendée, parce que je pense que ce type d'information prend prise, et que légitimement les conseils municipaux ont eu de vraies craintes, et à un moment donné, ont pris ce type de décret-là. Mais donc, pour répondre à votre question, pourquoi on fait des... Alors d'abord, GRDF, on leur a dit, est-ce que vous voulez venir faire des réunions avec nous On fait de la concertation publique, vous venez avec nous ? Nous, surtout pas. Ça m'est arrivé à un moment donné, face à des grands élus, ou face à des collectifs d'associations, d'être avec GRDF. Ils font 10 minutes sur le compteur Gaspard. Ça se passe bien, pas une seule question, c'est les mêmes technologies, c'est les mêmes enjeux. On démarre Linky. Au bout d'1 heure et demie, on n'a pas fini.
Voilà, parce que je pense que c'est un produit qui est, c'est peut-être pas mal parti, mais ça a été très bien fait parce que Linky, c'est une belle opportunité pour être audible. On va s'arrêter là sur ce sujet parce qu'il y a encore 2 ou 3 questions, donc je voudrais qu'on les traite avant la fin de la soirée. Oui, bonsoir. Allez-y. Jean-Claude, je suis un particulier. Je vais bénéficier d'un changement de compteur dans une quinzaine de jours. J'ai 2 questions très pratiques. Est-ce qu'il y a d'une manière ou d'une autre un pilotage par ordinateur à faire, à une occasion ou à une autre, si on ne le désire pas, hein, je veux dire si on ne souhaite pas changer de quoi que ce soit. Et deuxième question pratique, pour faire suite à un exposé de votre technicien, s'il y a une coupure de courant, est-ce que les appareils, avec ce nouveau compteur, peuvent avoir du mal à redémarrer? Voilà. Vous pouvez reformuler votre première question, c'est-à-dire on va changer, prochainement on doit changer votre compteur, mais pour passer sur un compteur Linky, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Est-ce que vous avez quelque chose à faire pour accepter ou refuser? Non. Je sais pas ça du compris tout. la question, Est-ce qu'il y a une manipulation à faire, un pilotage par ordinateur à faire? Non, sur le compteur, il n'y a rien à faire. Une fois que votre compteur va être ce qu'on appelle, nous, réconcilié, c'est-à-dire que la seule manipulation que vous avez à faire, c'est quand vous recevrez après un courrier en disant votre compteur, ça y est connecté au système d'information, vous allez pouvoir activer votre service client. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut faire la demande sur le portail client, c'est ça, hein? Il faut créer son compte client, c'est-à-dire que... Oui, mais si on voilà. ne le désire pas, si... Aucune obligation, vous ne faites rien, il ne se passe rien. Le portail client est un service supplémentaire que vous pouvez utiliser ou que vous pouvez ne pas utiliser. Si par contre vous souhaitez l'utiliser, vous ne pourrez pas l'utiliser le lendemain même. Il va falloir qu'on ait suffisamment de compteurs posés sur le quartier pour qu'ils puissent qu'on ait suffisamment de compteurs qui puissent communiquer avec le système d'information. Là aussi, ça peut poser quelques inquiétudes en disant mais votre compteur il est vraiment nul. Je peux poser un compteur le lundi et le mercredi envoyer un releveur faire la relève des compteurs parce que le compteur il va pas être communicant tout de suite, il va être communicant au bout d'un gros mois, 2 mois. Voilà. Et pour la deuxième question concernant la coupure d'alimentation électrique, tout à l'heure on a parlé des perturbations sur les lampes tactiles et après il y avait quelques cas qu'on a rencontrés où il y avait des perturbations. J'ai pris l'exemple d'un portail, c'était lié à la coupure électrique. Mais on a posé 114 000 compteurs sur la région de Pays de la Loire là, depuis 1 an. À part ces quelques exemples, il n'y a pas de problème de coupure d'alimentation électrique. Vos appareils sont prévus pour avoir des coupures. Vous allez en avoir des coupures. On a dit tout à l'heure, en moyenne, il y avait 60 minutes de coupure. Et on parle surtout peut-être des inconvénients ou des dysfonctionnements qu'on a pu entendre parler. Il faut savoir que le compteur Linky apporte, puisqu'on parle de coupure, lui, il assure une fonctionnalité pour les installations électriques concernant les surtensions électriques. Aujourd'hui, quand il y a une surtension électrique sur le réseau de distribution, à l'extérieur, dans votre rue, que la tension entre phase et neutre se change entre phases, elle passe de 230 volts à 400 volts. Aujourd'hui, il n'y a aucune protection qui protège votre ordinateur ou votre lave-linge, etc. Donc après, vous avez un dégât en cas d'orage, enfin souvent, et vous faites fonctionner votre assurance. Et vous êtes indemnisé en fonction de la vétusté par nos services d'assurance, les nôtres et les vôtres. Demain, Linky propose un service, il vérifie le niveau de tension. Et il a un interrupteur intégré. À plus de 270 volts pendant 1 seconde, il va s'ouvrir. Il protège l'installation contre les surtensions. C'est une nouvelle fonctionnalité qu'apporte le compteur Linky. Ah non, tout ce qu'on vous dit pour le compteur, c'est intégré dedans, ça fonctionne. Vous n'avez rien à faire de plus. C'est un service proposé par ces nouvelles fonctionnalités qui protège. C'est plutôt un plus. On parle des dysfonctionnements, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres services qui arrivent. Parce qu'aujourd'hui, le disjoncteur ne vous protège pas contre les surtensions. Il vous protège contre les dépassements de puissance, mais pas... Bonjour, Pascal Plessis, je suis pas membre... On fait des questions courtes et des réponses courtes, s'il vous plaît. Je ne suis pas membre du conseil développement. Donc si j'ai un compteur Linky qui laisse passer les ondes de CPL et que mon voisin a un compteur Linky qui laisse passer les ondes CPL, qu'on est reliés sur le même fil, je reçois les ondes de mon voisin et lui reçoit les miennes. Une autre petite remarque à ma connaissance sur les compteurs gaz, il n'y a pas de fil électrique, donc c'est pas du CPL mais du GPRS. Et je voudrais savoir, le compteur Linky propose combien de niveaux de délestage? Par exemple, sur
les compteurs actuels, on a deux niveaux, soit heure pleine, heure creuse. Est-ce qu'on a la possibilité, avec plusieurs niveaux de délestage, de délester C'est pas des délestages, c'est des enregistrements dans des cadrans différents. C'est pas du délestage heure creuse, heure pleine. Vous avez deux cadrans, un cadran et le JP, c'est un troisième cadran en fait. Vous avez rouge, blanc, c'est pareil, le bleu, blanc, rouge pour les tempos, c'est pas des effacements, c'est des cadrans et on vous demande de vous effacer pour pas consommer dans les périodes rouges. Enfin, c'est le principe. Et en heure creuse, on vous demande de mettre votre chauffe-eau électrique plutôt pendant la période creuse que pendant la période d'heure pleine. Du tableau électrique pour bénéficier. Oui, alors après, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait, tout ce qui est en aval du compteur, le compteur permet certaines fonctionnalités, il va proposer 10 index pour le fournisseur, il y aura toujours les 4 cadrans pour le distributeur, heure creuse, heure pleine, on en a 4 cadrans pour nous, mais on va proposer, les fournisseurs ont une possibilité avec 10 cadrans, avec une matrice annuel, mensuel, hebdomadaire, journalier, et puis 10 cadrans et des contacts virtuels. Et derrière, il faut installer du Smart Home pour pouvoir piloter et utiliser ces nouveaux tarifs et ces nouvelles offres qu'on ne connaît pas aujourd'hui, qui n'existent encore pas. Le compteur le permettra. Oui. Manuel, après il y a Pierre. Ah, Madame Vérec, oui. Ah, pardon. Guérin, j'ai Manuel Deinas, conseil de développement. Vous avez dit que le compteur liquide permet de faire une variation de la puissance souscrite à distance sans qu'il y ait une intervention d'un technicien sur place. Mais concrètement, si on ne touche pas au disjoncteur, la puissance, disons, qu'on peut absorber ne changera pas. Donc là, il y aura bien besoin de l'intervention d'un opérateur. La procédure de déploiement du compteur, comme chez monsieur dans 15 jours, on réglera si on a accès à son disjoncteur au maximum de sa capacité et en fonction du branchement électrique. Mais non, le compteur... attendez, le compte... Pourquoi ? Non, le disjoncteur, il a plusieurs fonctionnalités. Il en a 2, c'est le différentiel et la protection contre les court-circuits. Oui, je vous parle aussi du même. Hein. Et il avait une 3e fonctionnalité, c'était la surveillance de votre puissance souscrite par rapport à votre contrat avec votre fournisseur. Demain, cette fonctionnalité-là, elle est transférée dans le compteur. Donc, en gros, pour pouvoir utiliser, c'était la question de monsieur, pour pouvoir faire fonctionner à distance le compteur, on augmente les disjoncteurs 15-45 ampères, s'il est réglé à 30 ampères, dans votre exemple, à 6 kW. On le mettra au maximum parce qu'on s'en occupe plus de la... c'est comme ça que ça se passe dans la procédure. Je réponds à la question qui a été posée. Bonsoir, Anne Guérin, membre du Conseil de développement. Vous serez toujours facturé à 6. Madame. Pardon. Bonsoir, Anne Guérin, membre du Conseil de développement. À la fin de votre exposé, j'ai dû commencer à m'échapper. Vous parliez d'emploi, de création d'emplois, éventuellement, notamment pour le big data. Est-ce que j'ai bien compris pour l'analyse des données du big data ? Oui. Alors, allez-y, oui. Voilà, donc ça m'interpelle parce qu'effectivement, toutes les peurs qui peuvent être liées, donc éventuellement infondées face au compteur Linky, elles sont fondées notamment sur ces données comme là, les données Big Data. Est-ce qu'on veut les transmettre ? Est-ce que chaque particulier veut les transmettre, oui ou non ? Est-ce qu'on a un document que chaque particulier pourra remplir, donner son accord ou non ? Voilà, ça m'interroge. Deuxième chose, mais ça ce n'est pas pour vous, ce qui m'a interrogé ce soir, c'est d'apprendre, j'avais déjà connaissance que les compteurs étaient propriété de la collectivité locale, mais n'a aucun droit dessus, à savoir à part le ministre de l'Environnement, a priori, qui a signé, le ministre qui a signé le décret d'application de l'Union européenne. C'était simplement une interrogation commune. Ça m'interpelle sur le fait d'être propriétaire et de n'avoir aucune action sur nos propriétés. Ok. Sur la première question, sur l'emploi et le big data,
On voit bien qu'on était gestionnaire de réseau de distribution d'électricité et on devient un gestionnaire de système, puisque la transition énergétique interroge le rôle du gestionnaire où j'acheminais des électrons dans un sens et maintenant il va falloir qu'on gère des équilibres locaux à des mailles bien plus fines que ce qu'on faisait aujourd'hui, parce qu'on voit bien que la transition énergétique se construit non plus à une maille nationale mais à une maille beaucoup plus décentralisée et que les équilibres entre consommation et production ne vont plus s'interroger à des mailles nationales mais à des mailles bien plus locales. Pour faire cet équilibre entre offre et demande d'électricité, ça interroge notre capacité à avoir une meilleure gestion prévisionnelle des consommations et avoir une meilleure connaissance en temps réel des données de consommation et pour pouvoir mieux intéresser les gens et piloter ça. Aujourd'hui, nos données de consommation, on ne parlait pas de big data parce qu'on les avait et notre système facturier reposait sur 2 relèves annuels. Aujourd'hui, on nous demande, et c'est aussi les enjeux de la loi numérique, la loi Le Maire autour de l'open data, c'est de dire mais toutes ces données de consommation qu'on peut connaître aujourd'hui en temps réel, qu'un client peut avoir accès en temps réel, comment on va travailler avec lui pour mieux le sensibiliser et lui proposer des gammes de services. Ça, ce sujet-là, il reste à instruire. Et là, on interroge le domaine du big data. Pour essayer d'illustrer très concrètement, aujourd'hui, on travaille avec une start-up nantaise qui s'appelle Énergie et Perspective et qui ont vocation à identifier une sorte de portefeuille, de carte postale électronique de votre bâtiment en disant, voilà, vous êtes propriétaire d'une maison, voilà toutes les données utiles de votre maison. Et si je peux croiser différentes données entre ce que vous consommez d'eau, de gaz, d'électricité, si je peux les croiser avec vos usages, avec vos consommations, si je peux les croiser avec votre bâti, la nature de votre implantation, vos modes de consommation, d'abord je vais vous donner de la matière un petit peu plus riche, vous donner une sorte de passeport, mieux vous sensibiliser, puis peut-être vous proposer des services qui vont permettre de mieux orienter soit vers de la rénovation énergétique, en disant si vous voulez moins consommer, c'est lié à votre bâti, vous avez un déficit de bâti, ou alors il faut mieux travailler sur les usages, les comportements, ou alors si vous devenez producteur d'électricité. Donc ce type d'entreprise-là ont besoin des données de consommation pour pouvoir mieux connaître les usages individuels énergétiques et la consommation énergétique. Tout ceci ne se fera qu'à la demande du client et qu'avec l'accord du client. Le recueil du consentement des données. Aujourd'hui, vous avez un fournisseur X. Un fournisseur Y souhaite vous démarcher pour vous dire, attendez, moi, je peux vous proposer un tarif bien plus adapté, donnez-moi votre bilan de données de consommation. Aujourd'hui, c'est vous qui allez dire, ok, je suis d'accord pour donner mes bilans de consommation à un fournisseur Y qui va peut-être pouvoir me proposer un tarif. Le fournisseur Y va me dire, ce qu'on appelle le recueil du consentement client, en disant, j'ai recueilli le consentement de Madame Lambda, qui est d'accord pour qu'elle me transmette ses données de consommation. Voilà le recueil du consentement. Pour l'instant, ça se fait à la mano, c'est manuel. Les enjeux du big data, ça va être d'automatiser ça un tout petit peu, pour pouvoir donner un bilan de consommation. Mais j'insiste, nous, on va veiller, on va s'assurer qu'il y a eu le recueil du consentement client. Si je prends un autre exemple, par exemple, pour ceux, je ne sais pas s'il y a des gens qui font du télépaiement sur Internet aujourd'hui. Quand vous achetez quelque chose sur Internet, grosso modo, vous avez Amazon, la Fnac, Darty, Boulanger qui vous disent est-ce que vous êtes d'accord pour acheter tel produit? Ok, bon, maintenant vous allez payer. Et pour payer, vous allez basculer sur un site HTTPS sécurisé qui est un tiers qui va sécuriser le paiement entre le produit et votre compte bancaire, c'est les HTTPS et différents opérateurs. Vous donnez un accord, vous cliquez, vous confirmez même par un petit SMS, tout ce qui suit. Sur les données de consommation d'électricité, c'est un peu pareil que les données bancaires. Aujourd'hui, vous êtes propriétaire de votre compte, heureusement, on l'est tous, mais à un moment donné, vous donnez un accord à un fournisseur pour qu'il vienne débiter votre compte, et c'est un tiers de confiance, un tiers facilitateur. Sur les données de consommation d'électricité, c'est à peu près la même chose. Avec le compteur Linky, on peut interroger non pas votre compte, mais on peut interroger vos données de consommation plus tard. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on les interroge ? Si vous êtes d'accord et si vous souhaitez bénéficier de services, si vous avez envie d'acheter un service à la Fnac ou chez Darty, libre à vous. Vous l'utilisez ou vous ne l'utilisez pas. Et après, on se retourne vers le tiers. Ok, il y a encore 2 questions. Pierre ?
Bon, vu le temps qui passe, je garde ma question pour moi, mais je voudrais apporter un très court témoignage. Voilà. Moi, je m'intéresse, je crois, avec sérieux à la question climatique et à la question de la mutation énergétique qui nous attend, enfin, à laquelle on est contraint. Et je voulais simplement dire que dans ce contexte-là, qui est pas loin de m'angoisser, pour être très clair. Je regarde le fait que la mutation technologique qui est devant nous, elle est très importante. Et de mon point de vue, ce que vous nous avez présenté là participe, avec ses avantages et ses défauts, à un tout petit bout de cette mutation, à côté d'une autre grosse mutation à faire, qui est la question du stockage, mais c'est un autre sujet. Et mutation technologique et aussi mutation des mentalités. Et que sur ce couple-là, l'émergence et les possibilités offertes par le numérique, c'est quelque chose de tout à fait colossal qu'il faut regarder comme tel. Je me contente d'une affirmation comme ça qui pourrait susciter beaucoup de débats et on n'en a pas le temps, mais voilà, je m'arrête là. Merci. Moi, je suis 100% d'accord avec vous. On dit trois choses, hein, pour résumer. On dit transition énergétique, transition numérique, transition citoyenne. Ces trois piliers sur lesquels on travaille, qui ne doivent pas se faire au détriment l'un de l'autre. Aujourd'hui, les infras suivent. Est-ce que les mentalités, non? Et aujourd'hui, on n'a pas beaucoup parlé précarité énergétique, hein, mais moi, j'ai aussi, on pense aux enjeux de précarité énergétique. Ces mutations-là, qui suscitent des craintes, des inquiétudes, doivent s'accompagner de changements sur les mutations et de façon de consommer autrement, hein. Vous savez, toute proportion gardée, vous prenez les Google Cars qui se feront peut-être demain, dans 15 ou 20 ans, des voitures où il n'y aura plus de conducteurs à bord. C'est la filière des assurances, c'est la filière des garages, tout ce qui suit qui change. C'est les mutations qui sont complètement changées. C'est de la confiance dans la technologie, tout ce qui suit, alors que pour autant les produits ils sont quasiment prêts. Donc j'ai un peu ce parallélisme-là, mais vous avez entièrement raison. Et c'est pour ça que nous, en tant qu'entreprise de service public, moi souvent ça me frustre un petit peu le projet Linky, parce que l'ensemble des agents d'Enedis sont des missions de service public qui sont, je pense, et on fera en sorte que exemplaires dans la durée. Hier, ils se sont tous mobilisés un dimanche pour réalimenter au plus vite les clients, tout ce qui suit. Et pour autant, on les taxe un tout petit peu d'aller mettre du poison dans les maisons avec le compteur Linky. Donc moi, j'ai vraiment envie de me battre là-dessus, sur l'acceptabilité, la compréhension, mais aussi sur les changements de comportement. Mais les changements de comportement, je les ferai avec les collectivités, je les ferai avec les entreprises, je les ferai avec les startups. Mais ces trois transitions-là, et même d'autres élus parlent de trois révolutions et non pas de transition, troisième révolution industrielle, on est à fond dessus, monsieur. Oui, moi je voudrais juste en glisser une sournoise pour la fin, parce qu'il est déjà 8h15. Enedis, ce n'est pas une start-up, ce n'est pas une PME, c'est une grosse machine quand même. Est-ce qu'un projet comme ça, j'imagine que ça a été pensé, étudié, est-ce que vous aviez vu venir cette opposition, ou est-ce que en fait, vous avez été en réaction par rapport à quelque chose? Et quand on est en réaction par rapport à un mouvement d'opposition, c'est toujours plus compliqué. Est-ce que vous avez vu venir ce mouvement? Non, on l'a sous-estimé, on n'a pas anticipé ce mouvement-là, hein. Je crois que j'ai été très clair au démarrage en disant voilà le système d'information qui était certainement insuffisant. On l'a sous-estimé parce qu'on a été face à des professionnels de la contestation qui ont des moyens exceptionnels en termes de déploiement, qui utilisent une communication virale exceptionnelle et qui sont en plus très bien relayés par les journalistes. Notamment par la PQR, et ce travail-là, nous, on l'a sous-estimé, et on lutte, et on court peut-être un petit peu après, mais je peux vous dire qu'on se bat, et à chaque fois qu'on réussit à faire ce système d'information, je pense qu'il est payant, et je vous y disais que ça durera jusqu'en 2021, parce qu'aujourd'hui, entre guillemets, cette image-là existe, ces inquiétudes-là existent, nous les aurons jusqu'en 2021, il faudra qu'on les traite jusqu'en 2021. On l'a sous-estimé.